Ici ça parle vélo, ici ça parle cyclisme, le coup tordu, bienvenue dans le coup tordu, le 402e épisode du coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés, 402e épisode du coup tordu. On va faire un épisode consacré au Mercato 2026. On va parler de tout ça dans cet épisode. Juste avant, bien évidemment, premier épisode de 2026. On vous souhaite bien évidemment une bonne année, encore une belle année de vélo à vivre tous ensemble, et on voulait vous remercier puisque c'était un petit rêve qu'on avait quand on a lancé le podcast avec Enzo et Thibaut il y a 3 ans maintenant, devenir le podcast de cyclisme numéro 1 en France. Alors on n'y est pas évidemment, mais on l'a été l'espace de 3 jours sur Apple Podcast. On est même monté à la 16e place des podcasts de sport les plus écoutés en France. Donc voilà, cette utopie qui paraissait lointaine est devenue réalité. Donc on y a un petit peu goûté, si vous voulez, pendant 2-3 jours. Donc si on l'a fait 2-3 jours, ça veut dire qu'on peut le refaire plusieurs semaines, plusieurs mois, et on va le faire tous ensemble avec une belle année qu'on va passer tous ensemble. Et pour ce 402e épisode du coup tordu, il est là, il est dans la place, mon Phoenix alias Enzo. Comment tu vas, Enzo? Écoute, ça va, hein. Bonne année à toi, à Titouan, Samuel et à tous les auditeurs. Content de pouvoir faire la première de l'année avec vous. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Le Enzo, le Phoenix 2026, plus en forme que jamais. On va faire un big up à la Thib, qui est au volet, voilà, au moment où on enregistre le podcast. Mais Thibaut, vous le retrouverez très très bientôt dans le podcast. Et donc Enzo, tu l'as dit, monsieur Vélo Futé, qui est dans la place et qui a plein de bonnes nouvelles à nous annoncer en plus, lui aussi, pour cette année 2026. L'ami Titouan, dans le coup tordu. Comment tu vas, Titouan? Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Nous aussi, on est content de t'accueillir. Ta deuxième dans le podcast, c'est ça? La deuxième, la dernière fois, ça remontait au début de l'année dernière, je crois. Et on avait déjà parlé un petit peu du Mercato, il me semble, quand on t'avait eu dans le coup tordu. Et lui aussi, il revient pour la deuxième fois, Samuel, c'est bien ça? C'est ça, effectivement. C'est la deuxième fois, et c'est toujours un honneur de participer à votre superbe podcast, comme tu l'as dit, qui tutoie les sommets désormais. Et j'espère que vous allez regagner cette place de numéro 1 dans les mois à venir, dans les années à venir. Voilà, c'est vrai que c'est une petite stat qui fait chaud au cœur. Et voilà, merci de m'accueillir pour cet épisode spécial Mercato. Dès cet épisode, on va aller rechercher la première place, mon Samuel. Donc voilà, Samuel alias le Ratagaz, que vous retrouvez, on te retrouve un petit peu partout. Ça envoie du contenu sur Instagram, sur TikTok principalement. Ouais, voilà, on essaie de fourrer au moulin, un peu sur YouTube aussi. On fait ce qu'on peut. Et tu le fais très très bien, mon Samuel. Tu le fais très très bien. Pour attaquer ce podcast, Titouan, je vais aller vers toi. On va parler de l'épopée, parce que voilà, on parle souvent des jeux de fantasy dans le podcast, dans le coup tordu. Alors je vous annonce que dans le prochain épisode, on sera avec Valentin Goss, le big boss de Side Limit, qui va vous parler de la 4e saison de Side Limit. Voilà, dans un registre, on va dire, assez différent. L'épopée, 4e saison de l'épopée, donc 4e saison, je sais pas, c'est la 3e saison de l'épopée. Voilà, Titouan, je te laisse un petit peu nous présenter le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Déjà, je rappelle, pour les 2-3 qui sont pas au courant, voilà, Vélo Futé, le meilleur site de cyclisme en France. Des previews, des interviews, un petit peu comme dans le coup tordu. Là, non, mais c'est vrai, Titouan, c'est un travail de dingue. Ouais. C'est pas gentil, ça me touche en tout cas, mais on fait de notre mieux pour que ce soit du mieux possible. Et d'ailleurs, on est toujours très content d'accueillir aussi Enzo, qui écrit régulièrement des previews pour nous et avec nous. Et voilà, c'est un partenariat qui nous tient à cœur aussi. Donc, on continuera de faire de notre mieux pour essayer de progresser. Oh oui, bon, alors c'est déjà, vous avez déjà atteint les sommets. D'ailleurs, Vélo Futé, vous le lancez quand, 2019, 2020 2020, en fait, pendant la période de Covid avec Romain, on s'est retrouvés tous les deux au chômage partiel. On avait un peu de temps, donc on s'est dit que c'était l'occasion de créer notre média. Voilà, ça a commencé comme ça. Est-ce que au moment au lancement, vous aviez imaginé vivre tout ce que vous avez vécu, parce que vous avez quand même interviewé les plus grands noms du peloton. D'ailleurs, quand t'es passé dans Bistro Vélo, quand t'as dit à Louis-Pierre que c'était une véritable récompense d'être là, je me suis dit putain, moi je suis trop con. J'ai trouvé que l'angle était bon. J'ai regretté moi-même de pas l'avoir dit à Guillaume. Donc voilà, est-ce que vous pensiez vivre autant d'aventures, autant de passion en lançant Vélo Futé? Non, parce qu'au départ, on avait juste fait ça pour le Tour de France. En fait, on se disait après on allait reprendre notre travail et que ça allait être compliqué. Donc on avait fait ça pour le Tour de France, plus un blog autour du Tour. Et puis en fait, c'est en voyant qu'on avait vite atteint les 1000 followers sur Twitter et que le site avait plutôt bien répondu, même si on est très 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 loin des stats d'aujourd'hui. On s'est dit pourquoi pas continuer en fait, voilà. Et puis
Puis le fait que Quentin, qui nous a écrit quelques mois après pour nous demander s'il pouvait écrire pour nous sur l'école et autres, en fait, nous a fait très vite prendre un peu de poids, on va dire. Et en fait, on s'est dit, maintenant, on peut plus s'arrêter, c'est parti. Et puis ça s'est emballé, quoi. Ça s'est emballé jusqu'à atteindre cette année 2,6 millions de lectures sur l'année. Donc, c'est complètement fou. Ouais, c'est les chiffres que j'allais te demander. Donc, voilà, c'est un record littéralement pulvérisé en 2025. Oui, notre précédent record, c'est l'année dernière, donc on avait fait 1,5 million. Donc tu vois, c'est notre plus grosse augmentation depuis le départ, puisqu'on avait réussi à passer de 400 000 à 1 million, 1 million 2, je crois, entre 2023 et 2024, et on avait moins progressé en 2024-2025, et donc là, c'est vraiment un gros gap qu'on a fait cette année. Bon, vélo futé qui ne s'arrête plus, et donc au milieu de tout ça, Titouan, au milieu de tout ça, il y a aussi un jeu que tu développes avec ton cousin, que tu vas nous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, donc l'épopée, en fait, c'est un jeu de cyclisme fantasy. L'objectif, c'est de créer son équipe composée de 27 à 30 coureurs, en fait, un peu comme les équipes pour le Tour actuellement, avec un budget de 500 millions. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on va un peu plus en profondeur par rapport aux jeux de fantasy plus classiques comme Rivals Manager, qui sont d'ailleurs de très bons jeux. L'objectif, c'est de choisir ces calendriers de courses, notamment Pro Series et Conti, même si ça n'a que peu d'influence au final, ça va jouer un petit peu sur certaines places, ça peut faire des petites différences. L'objectif aussi, c'est de choisir des courses qui vont être des objectifs où les points seront multipliés par 1,5 ou 2 selon le niveau. En fait, vous pourrez choisir des objectifs de course continentale, Pro Series, World Tour, et puis celles qu'on appelle les majeures, qui c'est l'une des nouveautés de cette année, c'est-à-dire ces 3 grands tours plus les 5 monuments. Et puis vous avez aussi la possibilité de choisir un coureur bonus et de faire des transferts durant la saison à des moments un peu clés avant le Giro, avant le Tour de France et avant. D'accord, donc en gros, quand tu arrives dans le jeu, il y a une espèce de draft où tu choisis un petit peu tes coureurs avec ton budget et après c'est en fait un peu à toi de choisir tes épreuves, d'imaginer sur à quel endroit ils vont être les plus performants. Exactement. En fait, le but, c'est vraiment que ce soit lié, c'est-à-dire que tu choisisses les objectifs par rapport à ton effectif ou que par rapport à ton effectif, tu choisisses tes objectifs. Et finalement, il y a un lien et toute une réflexion autour de ça pour faire les meilleures combinaisons et marquer le maximum de points. Et comme tu l'as dit, c'est un draft. Avec des coureurs qui ont différents budgets. Par exemple, Pogačar cette année est à 148 et sur un budget de 150, ça prend de la place, mais ça reste. Il y a quand même toujours la possibilité de faire une belle équipe malgré la présence de Pogačar. D'ailleurs, c'était un de nos souhaits, c'est de pas non plus se réduire à prendre que des petits coureurs si on prenait des petits coureurs, des coureurs moins réputés. Oui, l'objectif, c'est surtout de pouvoir faire une équipe qui nous fait plaisir avec des coureurs qu'on aime. Et alors, quand tu fais tes compos, tu fais tu fais ta projection dès le début pour l'année, puis après tu regardes et tu touches plus, ou tu réajustes un petit peu en fait en fonction des semaines, en fonction des épreuves? En fait, tu auras la possibilité tous les mois maintenant, le premier de chaque mois, de modifier ton coureur bonus, de modifier tes courses à venir. Si jamais tu vois qu'il y a finalement sur certaines start-lists des coureurs qui n'y vont pas, tu auras toujours la possibilité de supprimer la course à venir, et tu auras aussi la possibilité de modifier un objectif. Si par exemple, je sais pas, tu as décidé de choisir le Tour des Flandres comme grand objectif et que tu te rends compte que Mathieu Van Der Poel s'est blessé, tu auras la possibilité de changer cet objectif et d'aller sur une autre course où tu auras un de tes autres leaders. D'accord, donc ça a l'avantage de pas être, on va dire, trop chronophage, à savoir que on fait un petit réajustement une fois par mois et on n'est pas obligé d'avoir la tête dans le guidon matin, midi et soir, quoi. Exactement, le but c'est que ce soit prenant toute la saison parce qu'on a envie de suivre, mais le but c'est pas non plus que tu sois accablé par tous les changements tout le temps. Voilà, l'idée c'était d'essayer de trouver un équilibre avec quelque chose de assez intense mais pas trop non plus. Comme certains jeux peuvent l'être, où tu es obligé de faire des changements quasiment tous les jours ou toutes les semaines, ça c'est pas forcément ce qu'on voulait. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi une grosse nouveauté qui va arriver d'ici peu. Je règle des problèmes avec Apple en ce moment, mais on va lancer notre application mobile de l'épopée dans les jours voire semaines qui viennent. Une application mobile qui sera évidemment gratuite sur iPhone et Android et qui va simplifier beaucoup de choses, notamment évidemment l'interface qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus facile sur téléphone, et puis vous aurez la possibilité d'avoir des notifications pour vous rappeler les périodes de transfert qui, je sais, sont parfois difficiles pour certains parce que la période est courte. Là au moins ça permettra d'avoir un rappel, et puis évidemment
sur une application, c'est toujours beaucoup plus simple que d'aller sur un ordinateur aujourd'hui. Enzo, est-ce que toi, dans l'épopée, est-ce que tu as fait une équipe 100% italienne? Alors, non. Parce que je veux pas faire dernier. Bah, non, mais attends, tu pourrais te mettre ça comme défi, quoi. Mais je dois avouer que probablement plus de 50% de l'équipe était italienne l'année dernière. J'étais en train de regarder, mais on peut plus voir nos équipes des années passées, je crois, non? Non, elle saute. Tu peux voir ta place de l'année dernière dans le profil, mais non. Moi, j'avais une stratégie absolument gagnante, mais proche du réel. C'est-à-dire que je fais mon équipe au début de l'année, je choisis mes objectifs. Et tout à fait rigide comme je suis, je ne touche plus à rien. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et j'ai fait 277e. On était combien en tout? On était 600 ou 700. Je sais plus exactement. Voilà, regarde. Hop, premier tiers. En gros, premier tiers du panier, sans rien toucher pendant toute la saison. Et tu sais que moi, j'ai fait le calcul et mes transferts ne m'ont pas rapporté beaucoup au final. Ça a été des gros mauvais choix parce qu'ils se sont blessés par la suite. Et à l'inverse, j'ai viré des gars, eux, qui marquaient des points. Donc, c'est pas toujours une bonne idée, en fait, de faire des transferts. Vouloir faire beaucoup de stratégies, ça peut marcher si on a la réussite, comme ça peut échouer. Le but des transferts, finalement, c'est surtout là pour te sauver les fesses si jamais il y a un gros blessé dans ton équipe et que tu veux l'ajuster parce que, je sais pas, moi, un tel s'est fracturé, je sais pas, moi, le poignet peut plus rouler pendant 3 mois et finalement, ça va te pénaliser. Donc, c'est surtout ça l'objectif des transferts. Mais maintenant, évidemment, certains veulent pousser ça un peu plus loin. Moi, le premier, en essayant d'imaginer toutes sortes de stratégies qui ne sont pas toujours payantes. Toi, tu joues en fantasy, t'es sur l'épopée ou pas? Très peu. Je joue très peu en fantasy, tout simplement l'épopée. Alors bien sûr, impossible de passer à côté, parce que Vélo Futé, je suis ça depuis 2020, comme Tito l'a indiqué depuis la création. Ah ouais, vraiment. Je suis un grand lecteur de Vélo Futé. J'ai toujours suivi sur les réseaux sociaux, mais par contre, j'avoue que les jeux, quand c'est pas une application, ça m'embête un peu. J'avais testé à l'époque, quand vous faisiez sur les grands tours, je crois, un tableau sur lequel il fallait donner son vainqueur à chaque étape, non? Vous avez fait ça à un moment? Oui, tout à fait. J'avais fait toute une Vuelta avec vous, et voilà, moi, ce qui me bloquait vraiment, c'était le fait qu'il n'y ait pas d'appli. Et là, tu vois, ça rabat totalement les cartes, par contre. Je pense que je vais me diriger dessus. C'est cool, et c'est notre objectif, mais c'est notre objectif. On s'est dit qu'en créant une application, on allait ramener beaucoup de monde. Alors évidemment, c'était un lourd investissement pour nous, donc j'espère que on va avoir du monde en plus pour alors pas rentabiliser parce qu'on n'y arrivera pas, mais pour simplement avoir des retours positifs. Mais effectivement, l'application, je la trouve vraiment top. Je suis vraiment content du résultat. On est vraiment content du résultat et je pense que ça va plaire à tous les fans. Et tu m'as parlé, alors on peut aussi faire des ligues privées, c'est ça? On peut faire, oui, tout à fait. Ça, c'est le retour. On l'avait enlevé l'année dernière pour des raisons techniques. On l'a remis cette année en place parce que beaucoup nous le demandaient. Donc voilà, on peut créer des ligues, par exemple. Le Coup Tordu peut créer une ligue avec tous ses fans et puis avoir un classement en fait à part qui te permettent de te retrouver plus facilement parmi les suiveurs du Coup Tordu. Mais évidemment, ils seront toujours inscrits aussi dans le classement général. Le but, c'est d'avoir finalement 2 places, une dans la ligue et une dans le classement général. Et on a jusqu'à quand pour participer, composer les équipes pour le lancement de la saison? En fait, il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire toute l'année. Comme ça, ça laisse la porte à tous ceux qui veulent s'inscrire toute l'année. Maintenant, évidemment, si tu t'inscris en février, tu n'auras pas les points du Tour Down Under. Donc forcément, c'est des points qui coûtent cher à la fin parce que la plupart des top joueurs sont vraiment très très bons. Il y a un très gros niveau. Franchement, l'année dernière, c'était assez épatant. Tous les points perdus sont difficiles à rattraper. Est-ce que, alors là, voilà qui se pose la question, l'inscription, c'est complètement gratuit? Tout est complètement gratuit, bien sûr. Et le jeu ne deviendra jamais payant, je le confirme à 100%. Ça n'a absolument pas l'objectif. Moi, je suis un grand fan de jeux. Avec Romain, on est aussi un grand fan de jeux. On joue beaucoup à Mon Petit Gazon. Je ne sais pas si vous connaissez l'application sur le football. Voilà, avec Romain, on y joue depuis cette sortie. Et en fait, notre objectif, c'était un peu d'avoir aussi notre jeu à nous. Donc, c'est plus en tant que fan de jeux et de sport qu'on a voulu développer cette appli que pour se faire de l'argent. Voilà, pour être honnête, c'est pas du tout rentable pour nous. C'est un pur plaisir, un pur kiff et on est très heureux. Et d'ailleurs, je remercie Florian d'Acuna, notre développeur, de nous avoir permis de développer cette application avec un budget qui est bien inférieur à ce que ça devrait être normalement. Et il y a des petites choses à gagner ou on joue pour la gloire? Alors, principalement pour la gloire et la reconnaissance. D'accord. Mais bon, il y aura probablement un jeu Pro Cycling Manager à gagner pour le vainqueur.
Voilà, et puis voilà, s'il y a des partenaires qui ont envie de matcher avec Vélo Futé, pourquoi pas, si voilà, s'il y a des gens qui ont on est carrément ouvert à ça. Voilà. À un moment, j'étais prêt à l'appeler l'épopée VF by, je sais pas moi. Ah ouais, un naming, mais carrément, c'est une super idée ça. Voilà, mais bon, l'idée c'était surtout déjà d'avoir le matériel pour, c'est-à-dire l'application, pour avoir une base et ensuite se dire maintenant on est prêt à, s'il le faut. Parfait. Donc voilà, l'épopée, vous allez checker tout ça sur le site Vélo Futé. Et voilà, les jeux de fantasy, encore une fois, c'est vraiment une belle alternative aux paris sportifs parce qu'on s'amuse, parce que c'est gratuit, parce qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a pas de souci d'addiction. Donc voilà, vraiment, j'incite vraiment tout le monde à aller sur les jeux de fantasy. Ça reste sympa, ça reste ludique et voilà, on s'amuse et il n'y a jamais de problème avec ça. Donc voilà, écoute, Titouan, parfait. Voilà, on va suivre tout ça. L'épopée saison 3 à checker sur le site de Vélo Futé. On attaque surtout quand c'est produit par des mecs bien, faut le dire. Exactement. Non, mais complètement. Sympa, merci beaucoup. Non, mais ça fait vraiment plaisir, honnêtement, même de ta part, Vincent. Votre podcast, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, il est vraiment génial. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de tous les écouter parce que vous les enchaînez à une vitesse complètement folle, faut le dire. Mais j'en écoute régulièrement dès que je peux et franchement, c'est toujours top. Si vous êtes aussi bien placé sur les podcasts, c'est qu'il y a une raison. Donc félicitations à vous aussi. Bon, je pense qu'on est dans le même état d'esprit. Voilà, on est dans la passion et voilà, il y a pas de sujet là-dessus. Mais merci beaucoup, Titouan. J'avais juste une question pour Titouan. Vas-y, mon Samuel. C'est pour quand les réseaux sociaux? Comment? Le compte Instagram, c'est pour quand? Ah, on l'avait fait à une époque, on s'est fait pirater. C'est une meuf qui l'a récupéré, qui montre. Je suis désolé, j'ai mis le pavé dans la mare, je suis désolé. Mais en fait, le compte Instagram ne marchait pas, on n'arrivait pas à le développer. Surtout, c'est une question de temps. Le compte X nous prend déjà beaucoup de temps. Et faut avoir le temps de faire tous ces réseaux sociaux. Et finalement, on a tous, comme vous, un métier à côté. Et c'est pas toujours facile de concilier les deux, plus la vie de famille et autres. Et voilà, trop de réseaux sociaux, parfois c'est compliqué. Donc Instagram, on s'est rendu compte que ça a amené très peu de clics sur le site, qui est notre objectif majeur, avoir des clics sur le site, sur nos articles. Donc voilà, pour 1 ou 2 clics en plus, sur 2-3 000 par article, on s'est dit que ça servait à rien. Donc on a lâché l'affaire et voilà. Maintenant, c'est une dame qui nous l'a piraté et on n'essaie même pas de le récupérer. Enfin, on a essayé, mais Instagram ne nous a jamais répondu. Bon. Ok, je comprends. Bon. Je comprends. J'espère au moins qu'elle a des bonnes analyses vélo, la dame, à minima. C'est la même personne qui avait pris le compte d'Alexis Goujard sur Twitter. Ah ouais, pourquoi il y avait eu ça? Ah ouais, je t'ai fait pirater son compte par un prince saoudien, quelque chose comme ça, il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant. D'accord. Ça m'a bien fait rire à l'époque. Ou alors c'est la même, comment elle s'appelait là, la nana qui était sur Twitter là, qui faisait des analyses et en fait on s'est rendu compte que... Ah, c'est Candice. Ouais, Candice, ouais. On s'est rendu compte qu'en fait c'était un troll qui avait pris des photos d'une prostituée espagnole, enfin voilà, et puis il y a plein de mecs qui étaient tombés amoureux d'elle, enfin bref. On attaque donc ce podcast Mercato. Alors il y aura plusieurs podcasts Mercato, on va en faire 2 ou 3, donc là on va parler de la Visma, de la Lidl, on va aller du côté de la Cofidis, TDT Unibet, on va parler de la Decathlon AG2R, voilà, on va parler de pas mal de la Tudor également. On va diviser ça en 2 ou 3 épisodes. Mais Enzo, j'adore débuter, attaquer les podcasts Mercato par l'Italie. Voilà, d'ailleurs Samuel qui me disait je suis pressé d'écouter Enzo nous parler un petit peu de l'Italie. Et alors Enzo, je voulais qu'on parle de cette équipe qui a eu le champion d'Italie cette année, cette équipe de la SWAT Club qui est, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est même pas une Conti, c'est une équipe amateur, mais je vois comment elle est structurée, c'est-à-dire que tous les coureurs dans cette équipe sont performants, on leur donne un travail à côté. Là il y avait Kunes qui était fort, là ils ont récupéré Stokebro, ils avaient le champion d'Italie. Alors moi je te demande Enzo, est-ce que cette équipe, la SWAT Club, c'est pas tout simplement la meilleure équipe amateur au monde? Alors au monde je sais pas, parce qu'il y en a des milliers, mais une des plus à structurer, la structure est dingue. Ouais, après pour le rapide historique de la création du SWAT Club, au tout départ, il y a un peu plus de 10 ans, c'est parti d'un blog qui s'appelait Solo Wattaggio, donc qui deviendra par la suite SWAT S Solo Wattaggio, pour angliciser la chose. Donc c'était un blog de passionnés de vélo et de watts, qui ensuite est devenu un club
où des mecs se rejoignaient juste pour aller chasser les coms en Italie. Et après est arrivée cette philosophie un petit peu de donner une seconde chance à des gars, au départ surtout italiens, talentueux, qui n'avaient soit pas pu passer pro, soit n'avaient pas été renouvelés. Si je dis pas de bêtises, je crois même que Vergalito, donc qui est chez Alpecin, qui a gagné la Swift Academy. Ouais, avant de gagner la Swift Academy, il faisait partie un petit peu de cet entourage du SWAT Club avant que le SWAT ne devienne une vraie équipe amateur qui participe à des courses comme on l'a vu en 2024 et 2025. Il y a 2 ans, ils avaient récupéré Asbjørn Hellemose, qui avait pas été renouvelé par la Lidl Trek. 1 an au SWAT Club, puis après, il retrouve un contrat en pro à la Jayco. L'année dernière, Filippo Conca, donc champion d'Italie, qui trouve tout de suite dans la foulée un contrat pro à la Jayco, et surtout Gaffouri, champion d'Italie gravel, parce que oui, au SWAT Club, il y avait le champion sur route et le champion gravel en Italie. L'équipe fait de la route et du gravel, et ils ont été choper le maillot de champion national dans les 2 disciplines. Donc difficile de faire mieux que 100% de réussite. Et donc du coup Gaffouri qui a signé cette année, enfin en 2026, à la Picnic. Donc c'est une équipe amateur, mais ils sont très loin d'avoir que des amateurs dans l'équipe, et surtout l'entourage est quand même très compétent. C'est Gaffouri lui-même qui s'occupait des entraînements et du suivi des coureurs. C'est son métier à côté, enfin son métier. Si, c'était son métier à côté, du coup, d'être préparateur physique. Donc c'est lui qui s'occupait de tout ça. Beaucoup de choses axées sur la nutrition, mais on va dire, en fait, ils veulent être pro sans être pro, tu vois. Ils veulent pas tous les trucs de ok, on va peser au milligramme près la bouffe. C'est quand même du plaisir avant tout, en y ajoutant une pointe de professionnalisme pour permettre aux mecs de s'épanouir complètement. Et apparemment ça marche parce qu'au championnat d'Italie ils font 1er et 5e, et derrière t'as toutes les équipes, tous les mecs des équipes pour le tour qui se regardent, et y a plus rien à récupérer. Donc c'est assez intéressant, très atypique. J'avais jamais entendu parler d'un club pareil, avec une mentalité de la sorte. Mais ça a fonctionné, donc j'espère pour eux que ça va remarcher. Donc comme tu as dit, là, cette année ils récupèrent Stockbro, et récupèrent aussi 2 jeunes Italiens, Oioli et Olivo, qui étaient respectivement à Bahreïn Développement, et dans l'équipe de Devo de la Bahreïn. Olivo, ancien champion d'Italie U23 du contre-la-montre il y a 2 ans de mémoire, et qui avant ça faisait beaucoup de cyclocross aussi, donc de cyclocross et de gravel, donc il va y retourner au SWAT Club, et on verra si d'ici 1 an ou 2 ces mecs-là retrouvent un club en pro team ou en World Tour. Mais c'est assez intéressant à suivre, comme l'évolution de ce truc en 10 ans, qui est parti d'un blog, littéralement d'un blog de passionnés de vélo et de watts par kilo, et jusqu'à 2025 être champion d'Italie sur route. Titouan, t'avais vu les images quand ils sont champions d'Italie, c'était complètement dingue, la victoire de Conca, là, l'ambiance dans le paddock. Ouais, c'était fou. Ah ouais, non mais ouais, on aurait dit Calais Coupe de France 2001 quoi. C'est vraiment le petit qui Samuel, t'aurais pu en faire une vidéo, ça. Ah putain, ouais, carrément. Mais je découvre là. Non, même pas. C'est impressionnant. Je découvre totalement. Alors oui, je savais que le champion d'Italie venait pas de n'importe où, mais que cette saison, il n'avait pas d'équipe professionnelle avant de signer chez Jayco. Mais là, j'apprends totalement l'existence déjà de cette équipe, et en plus son historique. C'est super maillot, c'est passionnant. Excuse-moi, non, je disais super maillot d'ailleurs, ouais. Très beau maillot. Ah ouais. Non, mais Samuel, je te vois bien taper une vidéo. Une équipe amateur remporte le championnat d'Italie. Mais des équipes amateurs vont-elles déjà remporter je vois l'intrigue. Je vois déjà l'intrigue de la prochaine vidéo, Samuel. Faudra s'y pencher dessus, ouais, c'est sûr. Ouais. Il serait sympa, mais qu'est-ce que ça dit de l'état du cyclisme italien professionnel, surtout? Ah, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça, Enzo. Quand on se pose 2 minutes, une fois la surprise est retombée, tu te dis ouais, c'est bien. Tant mieux pour eux, mais bon. Mais ceci dit, Enzo, j'ai l'impression quand même que ces histoires de top 30 UCI, ça donne de l'appétit à pas mal d'équipes. Donc tu vas un petit peu nous expliquer ce qui se passe en pro team, en conti, notamment cette équipe MBH qui a fait un beau recrutement pour cette année 2026. Ouais, donc MBH qui est une banque hongroise qui est devenue donc le principal actionnaire
de l'équipe Feu Kolpak. Donc il n'y a plus du tout Kolpak dans le nom. C'est un gros crève-cœur, et surtout l'équipe du coup change de pavillon et devient hongroise. Donc c'est un autre monument du cyclisme italien qui disparaît. Ah, ils sont plus du tout italiens dès 2026 là. Non, ils sont hongrois. Ouais, j'avais pas cramé ça. D'accord. Donc, l'organigramme change pas beaucoup, hein, c'est toujours les mêmes à la tête, des Villacroix. Mais l'équipe passe hongroise, donc plus de coureurs hongrois qui vont arriver. Et l'équipe, ça serait pas très étonnant qu'au fur et à mesure des années, l'équipe perde un petit peu son ADN italien. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec UAE quand ils ont racheté la Lamprey. Ça a pris quelques années, mais au fur et à mesure, les Italiens ont complètement disparu de l'équipe. Pour la MBH, je pense que ça sera pareil. Du coup, l'année dernière, déjà, ils devaient passer en Pro Team, et ils étaient en Conti. Et MBH n'avait pas mis l'argent au bon moment. Donc, ils étaient restés une année de plus en Conti. Et là, par contre, cette année, ça se fait. Donc, MBH rajoute du pognon. Et ça se voit dans le recrutement. Alors, bon, ils sont pas allés chercher non plus du top 10 mondial, faut pas abuser. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a du nom intelligent. T'as des, bon, après, on va dire le gros nom qu'ils sont allés chercher, c'est Masnada. Oui. Et c'est plus le Masnada qu'il y avait à la Soudal. Hein. Donc, après, il a eu des problèmes de santé, non? Il a eu mononucléose, si je dis pas de conneries. Ouais, ça, quand tu arrives à t'en débarrasser, on n'est pas à l'abri d'une résurrection à la marque Cavendish. Hein. Toute proportion gardée, évidemment, c'est pas le même registre, mais... il aura des courses moins relevées. Voilà. Mais c'est en fait pas le truc. Tu vois, des mecs comme Fancelou aussi, qui a fait une très bonne saison avec l'équipe japonaise Yukio. Pareil, s'ils mettent un bon calendrier, ça peut être très intéressant. Persico aussi. J'attends... Oui. Jamais un sprinter, un top 10 mondial, mais sur des plus petites courses, il peut scorer. Par contre, un recrutement que j'aime beaucoup, moi, c'est Verret. Oui. Qu'ils ont réussi à les choper après l'arrêt d'Arkea. Je trouve ça vraiment pas mal. Verret et Bourati. Bourati, j'aimerais bien qu'il puisse se relancer. Chez l'U23, il était vraiment très très fort, très polyvalent. C'est un petit peu, je pense que le World Tour c'était trop pour lui. En fait, et c'est pas une critique, hein, je veux dire, chacun son niveau. Lui, en redescendant d'un cran, ça peut peut-être lui permettre de finir sa progression, ou en tout cas de la reprendre, parce qu'il a quand même beaucoup de talent. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais globalement, le recrutement est vraiment intelligent. Le seul truc qui est vraiment con pour eux, c'est qu'ils n'ont pas réussi à garder Pavel Novak, qui est parti à la Movistar. Ouais, c'est ça. La Movistar, parce que c'était leur meilleur coureur. Il fait pas top 3 du Baby Giro ou quelque chose comme ça. C'est ça, deuxième du Giro Next Gen, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon coureur, un tchèque, qui devait rester avec l'équipe, qui aurait dit oui, je reste, si vous montez, je vais passer pour avec vous, puis au final, donc il est parti. Donc c'est quand même une grosse perte. Mais derrière, le recrutement est sympa. Ah, peut-être t'as oublié le principal quand même. Zoccarato. Ah mon Samuele, évidemment, quoi. Voilà. Non, mais après, avec Vincent, on en parle beaucoup au privé des mecs à la Zoccarato, qui sont des roule toujours, des bêtes à rouler, des mecs qui vont animer des étapes. Mais pour une équipe, en 2025, et même encore après, ça n'est plus rentable. En fait, ce n'est pas rentable. Le mec rapporte pas de points UCI. Tant que tu n'auras pas des points UCI sur les sprints intermédiaires, sur les kilomètres en échappée, ce genre de profil, malheureusement... Ça reste important sur un Giro pour prendre l'échappée publicitaire. On en parle beaucoup moins, mais l'échappée publicitaire, ça reste important pour toutes ces équipes-là qui ont du mal à se montrer sur les courses importantes, quand ils se battent avec les leaders. Avoir ce temps d'image à la télévision, c'est hyper important. Et je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que pour avoir ton échappée publicitaire sur le Giro, il faut faire top 30. Et pour faire top 30, il faut des points UCI. Et c'est pas de Zoccarato qui va jamais. Non, mais tu peux... Tu peux te faire un équilibre entre les deux. Oui, non, c'est sûr, mais je reprends Zoccarato cette année. Bon, après, tu me dis, si c'est pas eux, quelqu'un d'autre le prend. Et puis, le salaire doit pas être non plus si élevé, mais en fait, c'est malheureusement un profil qui... Il a un peu rectifié sa manière de courir quand même cette année à la Polti. Et avant, à la Bardiani, il sortait un peu, c'était du hurrah vélo, à la Manuele Tarozzi. Là, cette année, il va choper sa première victoire professionnelle, une deuxième place sur le Tour de Hongrie. On voyait vraiment sur les moments où il sortait, souvent il attendait les dernières étapes des tours. Et on voyait qu'il sortait de manière un peu plus intelligente pour aller chercher un résultat. Déjà, lui, je pense qu'il a senti que faire le roule toujours, ça servait pas à grand-chose. Ouais, non, mais de toute façon,
En fait, s'il veut continuer d'exister dans le monde pro, il a pas le choix. Et puis il a que 27 ans. Hein. On a l'impression qu'on parle d'un mec de 35 ans. Non, il a 27 ans, donc il est en pleine force de l'âge. Mais c'est vrai que s'il arrive à travailler un petit peu sur sa manière de courir, comme il l'a fait sur le Tour de Mirabel, là tout de suite ça peut scorer. Alors, l'année dernière, il met 84 points. C'est son plus gros résultat en termes de points UCI sur une saison. Et 84, quand même pas grand chose, tu vois. Ah non, ce type de ce type de coureur, c'est. Il faudra voir. Après, je sais, j'ai pas vu le calendrier qui prévoit. S'ils veulent se faire un calendrier en mode on vient d'arriver en pro team, mais on le fait comme les grands, les mecs vont prendre une branlée puis ils vont se remettre à leur place. S'ils sont intelligents un petit peu et réfléchis un peu comme ce qu'a fait Unibet, qui a grandi très vite au final, en ayant un recrutement intelligent et je pense que l'objectif c'est le top 30 hein. Quand tu vois cette année qu'il y a une place vacante, tu vois, la Cofidis qui va probablement pas faire le Giro, là je pense que la Vini Fantini doivent se manger les burnes de pas être top 30 quoi, parce que la place il avait. Ils ont surtout bien fait baiser par l'UCI. Oui, complet, ouais. Non, mais c'est clair, t'as des équipes à qui on va donner le droit de récupérer une petite place en plus parce que il y a une fusion plus une équipe qui disparaît, mais par contre le 31e on lui dit oh bah non tu vas pas passer 30e, c'est 31e. Ok. Ouais, c'est injuste. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Après, bon, il y a peut-être des équipes mieux construites et taillées pour faire le Giro. Je pense que Caja Rural, avec ce qu'ils ont fait comme recrutement, ça peut être intéressant quand même qu'ils aillent sur le Giro avec Gaviria, etc. Alors là, je suis pas du tout en train de dire que Vini Fantini a une équipe taillée pour le Giro et que c'est scandaleux qu'ils y soient. Je parle pas en termes de sportifs. Et encore, en termes de sportifs, les mecs, avec les équipes qui sautent, ils rentrent dans le top 30. Donc techniquement, ils ont le droit d'être invités. On sait que si le Giro a 3 wildcards à donner et qu'il y a 3 équipes italiennes, ils les donneront à 3 équipes italiennes, automatiquement. Comme ce que fait l'Espagne avec la Vuelta. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a aucune World Tour italienne, il y en a qu'une seule espagnole. C'est normal que les tours nationaux donnent la priorité aux pro teams nationales. Moi, honnêtement, je trouve qu'il n'y a aucun scandale là-dedans. Mais la manière dont on n'a pas permis au 31e de monter d'un cran alors qu'une équipe dans le top 30 a disparu et 2 autres ont fusionné, je trouve pas ça juste. Surtout qu'ils font 31e. Ils font pas 1000 points derrière la Bardiani, quoi. Non, c'est complètement. Bardiani va faire le Giro, pour 100 points de plus, c'était Vini Fantini qui le faisait, quoi. C'est quelque chose que tu suis, toi, Samuel, là, tous ces, Samuel, j'appelle comme Samuel et Ducarato, tous ces barèmes, là, ces petits classements, là, surtout ce système, hein, qui pose question, ça aussi, c'est des points que tu pourrais souligner dans une vidéo. On essaie de suivre, hein. Après, c'est très compliqué, le comptage des points, faire les classements année par année, c'est quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, que ce soit Dico du Sport ou Vélo Futé, merci à eux de faire le compte à la perfection. Ça permet de suivre et de voir ce qui se passe. Mais c'est clair que quand on est à la place de c'était Coratec, Vini Fantini, c'est ça, c'est la même équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'à leur place, franchement, je me battrais la tête et je me poserais quelques questions et j'aurais quand même un petit arrière-goût d'injustice au fond de la bouche. Ouais. Ah bah oui, non, oui, puis surtout qu'on voit que ça fonctionne à l'étage du dessus, donc c'est-à-dire que si t'es au 19e World Tour, il y a une équipe qui s'arrête, on te fait passer 18e, t'es en World Tour, par contre t'es 31e Pro Team, il y a une équipe devant qui s'arrête, t'es pas 30e en fait, donc c'est un peu voilà. Dans la logique, non mais c'est la logique de l'UCI, de toute façon, ce système de top 30 a été créé pour permettre à une élite de toujours concourir entre elles et d'écarter le plus possible les petits. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse absolument. Je veux dire, il n'y a pas un effectif, il est pas mal, quoi. Je veux dire, l'effectif de la Coratec, t'as les Arashiro, comment il s'appelle, c'est un Serbe qui a gagné pas mal d'étapes au sprint cette année. Oui, Rajovic. Ouais. Rajovic. Radjovic, il me semble que t'as Conti aussi qui a porté le maillot rose sur le Giro. Je veux dire, tu as quelques garçons qui ont un certain nom, quoi, aussi dans le peloton. Donc en théorie, ça pourrait peser, quoi. Starenko, l'Ukrainien là qui a gagné une étape du Tour de Slovénie, ce mec-là, tu le mets en échappé sur le Giro,
honnêtement, il est pas ridicule. Effectivement, oui, le gars va pas faire top 10, tu vois, mais enfin, c'est pas la question. Mais un mec comme Starenko, il avait sa place dans une échappée sur le Giro. Oui, non, puis surtout pour animer les courses, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Titouan tout à l'heure. Oui, ces équipes-là, une fois qu'elles arrivent à châter le Grand Tour, en principe, elles sont là pour animer les courses. Moi, maintenant, voilà, on attend les invitations pour le Tour de France. Titouan, je te pose la question. Si TDT Unibet débarque avec Groenewegen, est-ce que tu es sûr et certain qu'ils vont en mettre un devant sur les étapes au sprint ? Moi, je suis pas sûr. Oui. Ah, tu penses ? Oui, je pense que si, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas miser que sur Dylan Groenewegen, et puis c'est une équipe qui a quand même l'ADN, des échappés. Et d'ailleurs, quand on voit le recrutement d'un certain, c'est Kylian Fergerel, je crois, qui est souvent à l'avant sur les courses. Tu te dis que voilà, leur objectif c'est quand même de se montrer sur les courses à étapes pour le Tour auxquelles ils vont participer. Je pense et je suis quasi sûr, en pensant à Bastien Thiéma, que oui, ça va être quand même dans l'esprit de l'équipe que d'aller à l'avant. Oui, faudra honorer l'invitation, si invitation il y a, mais enfin bon, voilà. Il y aura. Honnêtement, je pense aussi. Ils ont pris la licence française pour ça, entre guillemets. Donc voilà, ils ont pris Victor Lafay en plus, qui est un coureur français qui a gagné encore il y a 2 ans sur le Tour de France. Dylan Groenewegen, comme tu l'as dit. Ils ont recruté Wout Poels aussi, donc ils ont quand même des beaux noms. Plus Lucas Kubis qui a fait une très belle saison. Ils ont clairement des arguments pour être pris. Ils sont pas au-dessus du lot, mais maintenant par rapport aux équipes qui restent en invitation, ils se battent avec Caja Rural. Et pour moi, vaut mieux inviter Unibet que Caja Rural sur le Tour de France. Caja Rural, pour moi, aurait plus sa place sur le Giro ou la Volta. Bah justement. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez par rapport au top 30 et un peu au fait de réserver les grands tours à l'élite. Il y a 18 World Tours, ça veut dire qu'il reste 12 places quand même pour les pro teams, 12 sur 18, sans dire que c'est très juste comme classement, parce que je suis pas forcément favorable. Voilà, être dans le top 12 du pro team pour participer à un grand tour, je trouve pas non plus ça scandaleux, dans le sens où faut un petit peu mériter sa place quand même et aller la chercher au minimum, quoi. Oui. Non, mais après, le problème, c'est que dans les pro teams, t'en as la partie du haut du palier, ce sont des équipes qui sont de faux sur le tour. Je suis désolé, tu regardes tu regardes Tudor, tu regardes Uno X, le budget qu'ils ont n'a absolument rien de comparable avec le budget de Bien sûr. Et tout ça. 5 à 6 fois supérieur. Il reste quand même beaucoup de places. Oui, sauf que les places à invitation automatique ne sont absolument pas accessibles en dehors de ces 4 ou 5 mêmes équipes, et que l'UCI a accepté d'offrir une 3e wildcard, mais par contre, on a dit ok, mais dans ce cas-là, il y a une équipe en plus invitée automatiquement de base. Alors, c'est là-dessus que je dis qu'ils veulent pas permettre aux petits de voir les grosses courses. C'est que même en donnant une wildcard supplémentaire, du coup, ils vont forcer une équipe invitée automatiquement en plus. Oui, Voilà, c'est juste ça. Donc, leur logique restera toujours la même de toute façon. On va revenir à l'Italie. Après Enzo, mais vu que Titouan nous a lancé sur la TDT, on est sur la TDT. On va rester sur la TDT. Toi, Samuel, ce recrutement de la TDT Unibet, comment tu le juges, comment tu le trouves, qu'est-ce que tu retiens dans tout ça en plus que de tout ce que nous a dit Titouan? Ouais, il est intelligent, ce recrutement assez intelligent. Donc je rangeais un peu mon frein en début de mercato parce que on voyait pas beaucoup de Français arriver, et moi ça me chagrine un peu de voir une équipe française sur le papier, bien sûr, pas dans les faits, mais vouloir participer au Tour de France et ne pas recruter trop de coureurs français. Heureusement, ils ont bien rectifié le tir avec messieurs Venturini et Victor Lafay. Mais sinon, après, le reste du recrutement, je trouvais très intelligent. Groenewegen, je pense que c'est déjà un gars avec qui, humainement, eux s'entendent bien, avec qui Basketma doit être pote, qui est encore performant. On l'a vu en 2024, il va taper son étape sur le Tour. Ils vont chercher aussi, ce qui est pas mal, j'ai bien aimé Rory Tausen, qui c'est vraiment très très intéressant d'avoir pris. J'adore. Super coureur, franchement, c'était la bonne idée. C'est le genre de bonne pioche. Puis pareil, chez les petits jeunes, Ronan Roger qui a promis un bel avenir, et même Colin Savioz aussi. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez intelligent. Et voilà, le seul petit point négatif, je l'ai déjà dit, c'était le fait que les stars françaises n'ont pas été, on va dire, attirées, ou du moins ne sont pas tombées dans le filet de l'équipe dès les premiers instants du mercato, ou du moins dans les moments.
Ouais, mais bon. On a une idée, toi, Titouan, qui est un peu dans les petits papiers de tout ça. Est-ce qu'on a une idée des alors pas des salaires, mais en proportion. J'imagine qu'un Victor Lafay par rapport à Decathlon AG2R, il doit gagner beaucoup moins chez TDT. On sait que Venturini, ça a été un petit peu ce qui a posé problème pendant un moment, et je pense qu'il a fini par signer en rangeant un petit peu ses ambitions, on va dire salariales. C'est quoi? C'est divisé par 2, par 3, par 4 pour un mec comme Groenewegen par rapport à la Jayco? Est-ce que on arrive à avoir une idée un petit peu du budget? Alors honnêtement, c'est Romain qui avait fait l'interview de Bastiema à l'époque, et je suis pas sûr qu'il lui ait posé la question, parce que les salaires, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. On s'intéresse plus au budget des équipes qu'à un salaire précisément. Donc honnêtement, j'en sais rien, mais si je devais donner mon avis, je pense qu'il a facilement dû diviser son salaire peut-être par 2, probablement pour revenir dans l'équipe. Mais je pense que c'est surtout la passion qu'il a animée à Victor Lafay plutôt que l'argent. Le but, c'était de continuer, et puis de continuer dans un environnement, comme il l'avait dit en interview, dans un environnement avec moins de pression, plus de liberté, où il pourra se faire plaisir. Voilà, c'est devenu un petit peu trop robotique chez Decathlon pour lui. Lafay, c'est un coureur qui court aux sensations, et il aura beaucoup plus de liberté, et il sera bien mieux, probablement plus en confiance dans ce type de structure, dans deuxième division qu'en première. En interview, vous aviez eu donc Victor Lafay, Lucas Koubis également. Oui, c'était Thibaut qui a fait Lucas Koubis. Je sais que c'est un plaisir. Donc, on a réussi à avoir 2-3 coureurs, et on essaiera durant l'année d'en avoir d'autres chez Unibet. Peut-être Dylan Groenewegen, pourquoi pas. Très très bon. Enzo, ça t'inspire quoi tout ça, cette équipe TDT? Mais la progression qu'ils ont eue en si peu de temps, ça force le respect. Oui, quand tu vois, les mecs en à peine 3 ans, ça rentre dans le top 30 de manière plutôt cool, clean en plus, genre c'est pas à l'arrache dernier moment. Donc leur travail est récompensé, leur philosophie aussi est récompensée, c'est qu'ils ont pris le bon chemin, et très probablement circonstances aidantes aussi, mais dès l'année prochaine le Tour de France. Non, mais c'est impensable. C'est impensable. C'est un modèle qui va sur lequel pas mal de gens vont essayer de se pencher pour tenter de le reproduire. Ah oui. Puis là, ça aiguise les appétits. Anthony Ravard qui parle de Tour de France pour Nantes dans les années qui viennent. Enfin voilà, c'est vraiment un système qui paraissait fermé. Et là, on se dit putain, les mecs en 3 ans, ils sont quasi sur le Tour. Moi, il y a Niklas Larsen qui a été très très bon sur le Tour du Danemark, qui était à la Uno X il y a 2 ans, qui était retombé dans une Conti à la BHS, une Conti du nord de l'Europe. Ils sont danois, et vraiment impressionnant. Il fait 3e d'ailleurs au championnat d'Europe. Oui, c'est ce que j'allais dire, il fait 3e en Europe, je crois, devant Dermira et compagnie. Ouais, et puis déjà sur le Tour du Danemark, sa 4e place sur le contre-la-montre, en plus avec le matos de son équipe qui est forcément moins fort, et on sait qu'aujourd'hui les contre-la-montre c'est un petit peu la course à l'armement. Reisensberg des Park Hotel, j'aime beaucoup, grand coureur, il est très très grand d'ailleurs, il l'appelle un peu le basketteur, et non c'est vraiment c'est homogène, il y a du jeune, il y a du coureur expérimenté, enfin c'est vraiment du bon travail tout ça. Enzo, tu parles de basket, Vincent. Ouais. Si je peux me permettre, justement, moi, ce que je trouve aussi très intelligent, et qui avait été dit dans un Grand Plateau, je crois, c'était chez Grand Plateau, qu'il y avait eu un des représentants d'Unibet qui était venu, et le fait de vouloir lancer une franchise, donc voilà le parallèle avec le basket et la NBA, vouloir lancer une sorte de franchise avec le nom Rockets qui serait, on va dire, indéboulonnable. Je trouve ça très intelligent. Parce que ça veut dire que en fait les hommes, les dirigeants peuvent passer, et la structure, elle, peut rester. Et c'est quelque chose de très banal, je trouve. Oui, et puis le modèle économique qui va autour, c'est-à-dire que à l'ancienne, et voilà, c'est, je pense, un petit peu le problème de la limite de la vision, par exemple, je l'adore, voilà, mais Marc Madiot, quand on l'écoute en interview, on voit qu'il est encore, bon là, il va avoir un petit peu moins la main sur le truc, mais on voit qu'il est encore bloqué sur le système qu'on connaît depuis l'après Deuxième Guerre mondiale, à savoir un sponsor maillot qui vient simplement chercher de la visibilité à la télé, et là on voit qu'ils utilisent, enfin leur idée c'est
c'est d'aller dans les smartphones des gens, et c'est là aujourd'hui que le business se joue énormément sur le digital. Et moi, je pense qu'avec le modèle qu'ils proposent, à savoir d'être absolument partout, je pense ma petite entreprise est aussi dans un registre différent, aussi un petit peu dans cette philosophie. Samuel, t'as passé du temps avec cette équipe féminine, on a eu Clémence Latimier dans le podcast également, mais je pense qu'ils ont aucun problème à trouver des partenaires, et de temps en temps, et là on voit des managers qui commencent un peu à s'exciter et à dire qu'il faut trouver d'autres systèmes de monétisation que le sponsor naming principal, et ben là vraiment ils ouvrent le champ des possibles, et ils ouvrent vraiment les portes. T'allais dire un truc? Ouais. Titouan, toi, je suis sûr que tu as quelque chose à dire sur tout ce modèle, ce système économique. Oui, c'est une très bonne chose. Je pense que Unibet, que Bad City Mass ait tenté ce modèle, c'est clairement un modèle d'avenir. On le voit avec tous les enjeux, le one cycling que veut mettre en place le patron de la Visma Lease Bike. C'est un grand enjeu parce que beaucoup d'équipes perdent de l'argent. Aujourd'hui, c'est des coûts faramineux. On voit que les budgets augmentent de 40 à 60 millions d'euros dans le World Tour parmi les meilleures équipes. Aujourd'hui, tu as un budget de 20 millions, tu es à la ramasse, alors qu'il y a 5-6 ans, tu faisais partie des gros, quoi. Donc effectivement, avec les budgets qui s'envolent, il faut trouver des nouveaux moyens de se financer et de survivre et de durer dans le temps. Et probablement que ce genre de système est peut-être bien plus pérenne que ce qui s'est fait pendant des années, malgré l'investissement de certains sponsors qui durent. On voit certaines structures comme Movistar qui sont là depuis 30-40 ans. Mais bon, ça peut du jour au lendemain se terminer. Donc, et d'ailleurs, on voit que l'arrivée de Bahreïn, UAE, ces entreprises qui n'en ont finalement rien à faire de l'argent, qui veulent juste mettre en valeur un pays, elles prennent de la place parce qu'elles finalement elles n'ont que faire que les budgets enflent, et c'est au détriment des autres sponsors qui eux ne peuvent plus exister et ne peuvent plus mettre autant d'argent pour avoir si peu de retombées publicitaires. On est bien d'accord, Tito, on est bien d'accord. Enzo, on va retourner du côté de l'Italie avec les pro teams italiennes. On attaque du côté de la Bardiani. Allez, Bardiani. Là, il y a tous les joueurs de Side Limit qui t'écoutent, Enzo, là. Bardiani sur Side Limit. Qui faut aller sur qui, là? Faut recruter qui? Attends. Déjà, on va revoir un petit peu leur année 2025 où ça a frôlé la catastrophe, quand même. C'est vrai que c'est tapé pour le top 30. Jusque dans les dernières courses, ils n'étaient pas sûrs de voir le top 30 et donc de potentiellement louper le Giro après je sais plus combien de décennies d'invitation. Ouais. Et ça, je pense que ça aurait été une catastrophe, une vraie catastrophe nationale. Bardiani pas sur le Giro. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que tous les ans, ils perdent à chaque fois, ils perdent leur meilleur coureur, tout le temps. Et là, cette année, ça loupe pas, c'est la même chose. Ils doivent laisser partir Fiorelli et Pinarello. Et niveau recrutement, apparemment, Fiorelli, ils avaient quand même pas prévu de le renouveler, quoi. Le mec, il se retrouve à la Visma. Bon, les gars, t'es viré. Bah, d'accord, bon, c'est bon, j'ai un taf. Vous inquiétez pas. J'ai eu Plougueux, là, c'est bon. Vous inquiétez pas pour moi, quoi. Mais quand tu vois le recrutement qu'ils font, à mon avis, les poches sont vides, hein. Mais ouais, je regarde, il y a quoi? Il y a personne. Il y a le frère de Turconi. Ouais. Et il y a Marco Manenti. D'accord. C'est dingue. Habituellement, il y a quand même beaucoup plus de. Il y a pas. Oui, mais alors tu sais pourquoi il n'y a pas plus de jeunes que ça qui viennent cette année? Pourquoi? Parce que Bardiani est une pro team et à partir de l'année prochaine, les coureurs de moins de 23 ans en pro team ne peuvent plus participer au Tour de l'Avenir, au Baby Giro, et à quasiment toutes les plus grosses courses U23 qui seront réservées au Conti / équipe de développement des équipes pour le Tour. Encore une fois, l'UCI très intelligente qui privilégie bien sûr toujours les petites équipes. Non, mais je confirme 100%. Pour moi, c'était une excellente idée d'interdire l'accès à ceux comme Paul Sexas qui veulent pas passer par la case espoir et qui passent directement au World Tour, d'interdire les courses Tour de l'Avenir qui sont réservées aux coureurs de la catégorie U23 espoir. Donc pour moi, c'était en World Tour, tu n'es plus dans la catégorie U23 espoir. Par contre, c'est limité pour moi aux équipes World Tour. Les équipes Pro Tour, elles ont accès aux courses 2.2 aussi, donc il n'y a pas de raison finalement qu'elles n'aient pas accès à ces courses espoirs qui sont du même niveau, voire supérieures aux courses 2.2. Donc et puis comme le dit Enzo, c'est pour pas les tuer. Si tu les empêches en fait d'avoir ces coureurs-là jeunes que tu peux prendre tôt pour qu'ils leur donnent rapidement de l'expérience, et en fait tu peux plus rivaliser avec les équipes de développement puisque finalement ils vont dire autant être dans une équipe de développement, attendre un an et puis ensuite aller dans une World Tour. Donc
c'est un choix qui a été fait, un choix qui est bon à la base, mais qui a été mal réalisé pour moi et qui aurait dû être limité uniquement aux équipes World Tour. Alors, ouais. Et en plus, ce qui est con, c'est que Bardiani, ça fait quelques années qu'ils avaient mis en place. Ils ont pas l'argent pour avoir une équipe pro et une équipe de développement. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au sein même de l'équipe pro, il y avait un pôle jeune. Ah oui, des très jeunes, desquels a été équipé Lizari. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il faisait uniquement prendre part à des courses de sa catégorie d'âge. Tu vois, donc Lizari, pendant 2 ans, il a fait ça. Et après, en restant chez Bardiani, la dernière saison, il a fait le Giro, par exemple. Et c'est un système qui permettait à Bardiani un petit peu de pallier à ce manque d'une équipe de développement. Chose que Vini Fantini a compris cette année. Il y a Nippo, qui est l'entreprise japonaise, oui, qui est venue mettre de l'argent aussi. Et en plus, ils arrivent avec une équipe de développement. Donc, Vini Fantini, pro team italienne, va avoir une équipe de développement. Je sais plus si elle est sous drapeau japonais ou italienne, l'équipe de dev, mais ils ont ramené 2 ou 3 jeunes japonais dedans. Donc même ce genre d'équipe va être obligé d'avoir une équipe de développement s'ils veulent pouvoir continuer à attirer des jeunes. Mais du coup, le problème, c'est que quand tu as un budget de 4 millions par an et que tu dois créer 2 équipes, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de performer chez les pros et d'essayer d'atteindre le top 30 UCI, tout en ayant une équipe de développement, en essayant d'attirer des jeunes avec les 3 centimes qui te restent pour leur faire prendre part des courses de leur catégorie d'âge. Comment tu fais? Sur quel jeu tu mets, tu vois? Bien sûr. Parce que Vini Fantini, l'année dernière, c'était 3,5 millions de budget. Bardiani, c'était 4 millions et Polti, 4 millions ou 4,5 millions. Pour donner un ordre d'idée de ceux qui se battaient pour entre la 27e et la 31e place. À peu près. Bon, ceci dit, je suis pas sûr que le gros trucement de la Bardiani soit complètement terminé. Là, on voit qu'il y a que 21 coureurs. Donc, il va falloir quand même avoir un petit peu de banc de touche pour aller chercher le top 30 UCI. J'ai vu que Magli et Marcelluzzi se sont calés un stage en altitude là au mois de décembre. En plus, on a un peu l'impression que les mecs partent en stage à leurs frais. En tout cas, ça ressemblait un petit peu à ça. Donc mais je suis assez surpris, surtout de seulement 2-3 recrutements. Il nous habitue pas à ça, la Bardiani. Non, mais il y aura certainement 1 ou 2 coureurs ouzbeks. Parce que du coup, cette année, ça s'appelle la Bardiani Solon Saver. Le fils d'Abdou Japarov qu'on va découvrir peut-être. Je sais pas. Je t'avoue, je vais pas me lancer dans la spéculation. Je ne connais absolument pas les coureurs ouzbeks. Mais normalement, on devrait en avoir au moins 1 ou 2. Enfin, les mecs viennent pas mettre de l'argent juste pour le plaisir de mettre de l'argent. C'est vrai. Je pense pas qu'il soit aussi philanthrope que ça. Il y a un coureur que tu as repéré, toi, Samuel, dans cette équipe Bardiani là, que tu suis? Absolument pas. Alors là, franchement, je boite totalement en touche. D'accord. Non, là, En même temps, tu habites dans un endroit où il y a beaucoup de rugby, donc en même temps, ça pas ton touche. Ouais. on va dire ça comme excuse, ouais. Faut surveiller l'évolution de Filippo Turconi, qui a bien explosé l'année dernière. Hein. Après, ce qu'il faut voir, lui, ce qui lui a manqué, c'était quand même de la régularité. Il a beaucoup couru aussi. Donc la fin de saison était beaucoup plus compliquée. Là, tu vois la différence entre son début de Giro et son Tour de l'Avenir où il était complètement fantomatique. Mais le mec, il a été mis au four et au moulin. Ils l'ont essoré, hein. Ils l'ont complètement essoré. Donc, à voir l'année prochaine. J'aimerais bien le voir sur le Giro. De toute façon, normalement, c'est l'évolution logique pour lui l'année prochaine, parce qu'il sera leader d'équipe. C'est leur leader, ça va littéralement être Filippo Turconi. 20 ans. C'est cool. Le frère, du coup, je vois sur PCS, c'est ça? Oui, c'est son petit frère qui vient d'être recruté par la Bardiani. Je sais pas ce qu'il vaut, honnêtement. Hein. Ok. Et c'est vrai qu'ils ont tous des frangins. Là, Lucas Colnaghi, il a un frangin qui court. Pippo Magli, il y a son frère qui avait été aussi stagiaire à un moment donné à la Bardiani, qui avait fait 2-3 courses. Donc ça se passe souvent. C'est souvent une affaire de famille du côté de la Bardiani. Enzo, on va basculer du côté de la. J'ai très peur pour eux. C'est vrai que sur le papier, c'est pas. Va falloir un grand Marcelluzzi, un grand un peu ceux qui deviennent un peu les 4 de l'équipe. Va falloir que même Zanoncello va falloir être un peu qui l'élève un petit peu. Il avait été meilleur en 2024. Alors il y a quand même une équipe qui semble avoir parmi toutes ces équipes, Enzo, celle qui semble quand même avoir le leadership en Italie et le plus de moyens. Ça reste quand même la Polti, quoi. Ouais, à 500 000 euros près, oui, c'est l'équipe la plus riche d'Italie. mais c'est celle qui semble quand même avoir le meilleur effectif. Je pense que oui.
Oui, j'allais dire peut-être la MBH, mais du coup maintenant c'est hongrois, donc ça compte plus. Oui, non, sur le papier, c'est la Polti qui a un meilleur effectif, même si la perte de Piganzoli va être terrible. Hein. Oui. La perte de Piganzoli, ça va leur faire ça c'est sûr. Ouais. très mal. Après, ils avaient bien perdu à l'époque. Comment il s'appelle, celui qui a fait le maillot du meilleur grimpeur sur le Giro, ils se sont bien relevés derrière. Mais bon, là quand même, t'avais. Ouais. Cette année, ils perdent Fortunato et Albanese. Ouais. Et 2 ans après, ils perdent Piganzoli. Le problème, en fait, c'est que quand Fortunato et Albanese sont partis, on savait que Piganzoli était là. Alors, on savait qu'il y avait un truc qui allait pouvoir tenir. Là, le problème, c'est que j'ai du mal à voir qui va prendre la relève. Normalement, c'était Crescioli. C'était censé être Crescioli. La saison dernière, il a été blessé en milieu de saison, donc ça l'a un peu foutu en l'air. Crescioli. Et sinon, un que j'attends de voir, c'est Dario Belletta, qui était à la Devo de la Visma et qui est retourné en Conti dans le cours de l'année dernière. Il avait besoin de se ressourcer, de retrouver un petit peu ses repères. Et au final, ça a l'air d'aller mieux. Et donc, la Polti lui a mis le grappin dessus. Ce qui est un plutôt beau recrutement. Un mec est très polyvalent. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais là, quand tu regardes l'effectif, t'as Leonardi pour les sprints. Alors ça, c'est cool. Le mec, c'est pas un vrai vainqueur. Hein. Mais par contre, il empile les top 10, il empile les places. Donc, niveau point UCI, ça, c'est du bon pour l'équipe. Maintenant, quand tu regardes l'effectif, il n'y a pas de vainqueur, quoi. Il n'y a pas de mec qui score gros, quoi. Ouais, mais il y en a un qui va scorer cette année. Qui? Ouais, si je te dis championnat d'Europe, si je te dis Remco, Pogačar, Sexas, et on l'a eu 2 fois dans le podcast. Et d'ailleurs, Andrea, d'accord. On devait l'avoir une 3e fois, mais on a un peu de mal à se coordonner sur l'emploi du temps. Oui, il a l'air d'être un peu pris en ce moment, quoi. Non, mais... ça, c'est Basso qui est en train de lui expliquer comment faire pour gagner le Giro. C'est possible. Non, mais Andrea, voilà, moi je trouve vraiment, non mais sérieusement, le gap qu'il a passé en 2025, surtout la manière dont il s'est remis de sa blessure au bassin, tu vois, enfin voilà, on le suit depuis les débuts du podcast, c'est le premier coureur qu'on a eu invité dans le coup tordu. Voilà, passer en plus sur une structure supérieure, il va encore avoir du meilleur matériel, un meilleur entraînement. Moi je pense que il peut être clairement, en tout cas, il a un coup à jouer pour faire partie des tauliers de cette équipe. Ouais, c'est vrai. Et je suis très content pour lui qu'il ait signé à la Polti cette année. C'est un peu dommage que ce soit pas dès l'année dernière. Par mon avis, ils se sont trompés de Maltais. Hein. Oui. Oui, je pense. Boutigeg. Ouais, il est encore là. Oui, je sais bien qu'il est encore là. Il y a pas. Il est encore là. Non, mais on est sur un emploi fantôme. Là, c'est très grave. Hein. Et Bates, Bates, je sais pas comment on le prononce. Ouais, qu'est-ce qu'il vient? C'est qu'il a gagné le Giro, lui. Oui, ils sont toujours là, les deux. Si, il gagne une étape du Giro. C'est quoi? Il y a que des équipes Conti dans l'échappée, enfin que des pro teams dans l'échappée, je crois, ce jour-là. Ouais, il y a l'étape, elle est Elle est lunaire, cette étape. Elle est lunaire. Il y a les Koratek et Polti, ouais. Et Olo, du coup. J'ai l'impression que Remco et Roglic, ils avaient le Covid. Enfin, il s'est passé un truc bizarre ce jour-là, quoi. Ah ouais, non, c'était lunaire, franchement. Ah ouais, après, l'étape, c'est pas taillé pour quoi, hein, pour qu'on ait du spectacle. T'avais un Unipuerto bien sûr. hyper roulant. Mais oui, non, le frère Baïs, il a gagné son étape il y a 2 ans. Et il a dit, écoute, je vous propose un petit combo avec moi et mon frère. Voilà, ils ont dit banco. Depuis, ils font plus rien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'étonne, c'est que vraiment, ils sont absents des débats, quoi. Non, même pas sûr de en échapper. Boutigé, c'est le pire. C'est du jamais vu. Le jour, c'est du jamais vu. Le mec, il a été en août 2024, il est stagiaire, il fait 3 courses, 3 DNF, il le signe. Mais parce que du coup, il y a Visite Malta qui s'est mis en tant que co-sponsor, et c'était obligé d'avoir au moins, à minima, le champion de Malte, tu vois. C'est pour ça que j'en veux à Andrea de ne pas avoir été champion de Malte. Je pense qu'il a la nationalité un peu tard à ce moment-là, tu vois. 2024, je sais pas s'il pouvait jouer en fait. Non, mais au lieu d'avoir un vrai coureur de vélo, on s'est retrouvé avec un. Je suis désolé, j'aime pas critiquer, parce que je pense que le mec restera quand même meilleur que moi, mais à un moment, t'es pas professionnel. Enfin, je sais pas, tu vois. Ah bah c'est. Moi, je vais pas m'amuser à faire un sport dans lequel je suis pas bon. Ah bah ça rejoint un peu le problème des coureurs qui payent leur place, hein, qu'on voit un petit peu dans certaines équipes Conti. Le problème, c'est que Malte, il y a combien de cyclistes pro à Malte? Bah, j'ai vu qu'il y en a un autre là, qui a été recruté dans une équipe asiatique. Il y en a un 3e. Mais est-ce que c'est pas des mecs qui se naturalisent? C'est possible.
Après, Tu vois, c'est ça le problème. Bonne question. Malte, Ça, ouais. je sais pas combien il y a d'habitants, mais on parle d'un pays tout petit, donc forcément le champion de Malte, 500 000 habitants. Pas mal. Andrea, c'est son grand-père. Donc voilà, c'est ça. C'est des gens qui ont déménagé ailleurs et qui reviennent, qui ont des racines quoi avec le pays, mais c'est pas forcément des gars qui sont de la nationalité. Donc parce que c'est compliqué dans un pays de 500 000 habitants de sortir du lot comme ça, en plus en plein milieu de la Méditerranée. Je veux dire, c'est pas forcément la culture du vélo quoi. Non, c'est plutôt la culture des bars, je te confirme. Ouais. Samuel connaît bien. Bon, après, vous Oh, me oui, direz, je connais bien. la Slovénie, c'est à peine 8 fois plus que Malte. Hein. À peine une fois plus, mais il y a de la montagne. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a quelques sommets quand même. Ça grimpe un peu dans tous les sens. On va continuer. On va se faire encore quelques petites équipes pour ce podcast mercato. On va aller faire un petit tour en World Tour. On en parlait vite fait, hein, Enzo, il y a quelques minutes. On va aller attaquer un petit peu sur du lourd. Hein. Pippo Fiorelli qui est passé de la Bardiani du côté de la Visma. Voilà, on passe comme ça, voilà, du fin fond des pro teams jusqu'au top du World Tour. Je vais aller vers toi, Titouan. Qu'est-ce que ce recrutement? Alors c'est vrai que ça a fait un peu polémique, ce recrutement de la Visma. C'est très très différent de ce qu'on peut voir en face, notamment du côté des UAE. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Titouan? Franchement, j'ai absolument pas compris. Je comprends pas l'intérêt. Il était très bien à la Bardiani. C'est cool pour lui. Hein. Je suppose qu'il doit être très content. Mais ils ont affaibli forcément une équipe pro team parce que là-bas, il avait un rôle majeur à jouer. Et pour arriver et être équipier, voilà, limite, pas un no-name, mais au sein de l'équipe, c'est probablement l'un des coureurs les plus faibles. Et je trouve ça dommage, voilà, de passer finalement l'un des meilleurs coureurs d'une équipe à un des moins bons. Il sera pas du tout mis en valeur. Et pour moi, c'est dommage parce que je doute qu'on l'ait recruté pour qu'il fasse des échappées publicitaires. Tu vois, Fiorelli, je veux dire, la Visma, qu'ils ont autre chose à faire sur les grands tours que ça. Donc, j'ai vraiment des difficultés à comprendre ce recrutement. Et voilà, je comprends lui son intérêt. D'y aller à 31 ans, c'est une occasion rêvée pour lui. Ouais, je pense que mais pour la Visma, j'avoue que j'ai pas trop compris. Je sais pas s'ils ont expliqué pourquoi du comment. C'est bizarre qu'ils expliquent, mais Fiorelli qui l'a dit. Enzo, tu l'as toi l'explication? Ouais, c'est Fiorelli qui l'avait dit justement. Alors pour du coup Fiorelli, lui, ce truc-là, c'est l'occasion d'une vie, donc c'était hors de question de dire non. Oui, ça c'est évident. Oui, c'est évident. Aller en World Tour, donc. Et il sait très bien, donc où il met les pieds, il sait très bien qu'il n'aura pas de rôle de leader ou alors sur des courses très très petites. Après, on n'était pas non plus sur le plus grand vainqueur de l'univers à la Bardiani, tu vois. Même s'il avait un statut de leader, c'était un statut de leader sur des courses petites ou à part sur le Giro, mais du coup, il pouvait pas faire grand chose parce que en face, le niveau est trop relevé. Mais bref, pour la Visma, en fait, il y a une stat qu'ils ont sortie à Fiorelli dont il était même pas au courant. C'est que c'est le coureur professionnel, donc entre World Tour et Pro Team, qui chute le moins. Ok. Et c'est une des raisons. Une des raisons, c'est que c'est un des coureurs qui chute le moins. Donc un mec qui fait autant de courses par an et qui chute si peu, c'est un mec habile sur le vélo. C'est un mec en qui on peut avoir confiance pour se faire guider. Surtout que Fiorelli est un gars qui va parfois disputer des sprints. Donc il est quand même, il se met un petit peu en danger. Enfin, on n'est pas sur le gars qui va faire 150e de chaque étape de plaine. Okay. Et en fait, pour eux, c'est un atout. Vu que c'est aussi un coureur passe-partout, c'est le genre de mec qui pourrait être encore là quand Brennan sera là, quand Van Aert sera là. Ah bah en 2025, il a jamais aussi bien grimpé. Et quand les vrais gros sprinteurs, eux, auront sauté, Fiorelli sera encore là pour voir emmener du Brennan à la fin d'une course vallonnée, du Van Aert à la fin d'une course vallonnée, quand il faudra régler un peloton de 50-60 coureurs, en ayant la possibilité de laisser ses leaders tranquilles et de pas avoir faire un lead-out. De toute façon, Vingegaard que des mecs comme Roglic n'a jamais fait, ou que Vingegaard a peut-être fait une fois dans sa vie. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas des pros. c'est hyper intelligent, hein, comme réflexion. C'est hyper intelligent comme réflexion. Ouais, mais le coup quand ils ont sorti la slide sur PowerPoint de un des coureurs qui chute le moins entre le World Tour et le Pro Tour, elle dit ah bon. Et voilà. le mec savait pas quoi. Ça c'est ouais. Ça, c'est pas mal. Samuel, toi, je suis sûr que voilà, ce recrutement de la Visma, je suis sûr qu'il t'a inspiré. Tu le croises des fois en roulant Armirail? Je l'ai croisé 2-3 fois dans son café chez Octave, mais c'est tout. Après, non, il est cette année, il a pas mal roulé. Hein. Il fait quoi? Il fait Tour de France, Vuelta.
Non, on l'a pas beaucoup vu cette année sur vers Bagnères de Bigorre, mais c'est très bien pour lui, franchement. C'est super pour lui qu'il puisse aller dans la deuxième ou la première meilleure équipe du monde, plutôt la deuxième maintenant, on va dire quand même. C'est génial pour lui, hein, je veux dire, il y a quoi de plus à ajouter. Il ira sûrement chercher son étape ou son chrono référence en World Tour ou sur un grand tour. On pouvait rien lui souhaiter de mieux, j'ai envie de dire. Et puis au-delà de ça, ça va être un équipier solide. Hein. Quand on voit les progressions des mecs ou autres, tu te dis Armirail chez Visma dans la montagne, ça peut être le mec le leader en montagne. Surtout qu'à la base, c'est un bon grimpeur, Armirail déjà. Donc, je veux dire, là, c'est clair qu'il va pouvoir. On a été on s'est insurgé un peu cet été contre Nils Politt qui fendait le bitume des cols en deux. Mais Armirail est quand même un mec qui grimpe très bien de base déjà. Donc là, il va falloir s'attendre aussi à le voir essorer un peloton sur pas mal de courses, quoi. Enzo, Piganzoli, on l'attend où là? Toi, tu l'attends. Tu l'attends. Les amis, l'heure est arrivée. Enfin. Ça fait quoi? 4 ans que t'en parles? 4 ans, je sais plus. Oui, je pense que depuis que le podcast existe, voilà. Ouais, minimum. Il était encore chez lui, 23 de la Polti, de Eolo quand ils avaient une équipe 23. Mais ça y est, on y est. on a atteint les sommets, messieurs. On peut maintenant arrêter sa carrière. Non, mais je suis très content. L'un des meilleurs cyclistes italiens de sa génération signe dans la deuxième meilleure équipe au monde. Il sera équipier, en tout cas au moins sur l'année prochaine, ça y a aucun doute, et c'est très bien. Je pense que apprendre derrière des mecs comme Vingegaard, comme Kuss, comme Yates, je pense que il y a pire pour apprendre le métier. Mais surtout quand je vois l'évolution d'un Pellizzari entre Bardiani et Red Bull, et que quand les deux étaient des coureurs de Pro Team, Piganzoli était déjà plus complet que Pellizzari. J'ai très hâte de voir sa progression. J'ai vraiment hâte de voir sa progression. Ah oui, parce que Pellizzari, on en reparlera dans les prochains podcasts. Mais Muto, Enzo, est-ce qu'on est sur un potentiel futur vainqueur de Grand Tour? Non, mais Pellizzari c'est la même. Moi, Pellizzari, on n'est pas à l'abri qu'il en claque une dans sa carrière. Tour de France peut-être compliqué, mais un Giro, je pense que franchement. Le problème, c'est qu'il tombe sur t'as toute une génération qui est en train d'arriver et qui d'une qui est pas finie et l'autre qui est en train d'arriver, qui sont meilleurs qu'eux. La Vuelta cette année, tu penses que Pellizzari, c'est pas franchement. Ah non, c'est trop tôt. Ah non. Ouais, une bonne c'est des mecs qui sont présentés. Qui fait podium du Giro cette année, c'est excellent. Hein. Et même top 5. Moi, je pense mais gagner un grand tour, Pellizzari. Moi, je vois la progression, évidemment, tout dépend qui est en face. Hein. Après, faut voir. Les 2-3 gouttes, franchement, il est déjà pas loin, quoi. Moi, c'est surtout la progression de l'hiver dernier. Et je suis pressé de voir la progression de cet hiver-là, quoi. Ah non, mais oui, bien évidemment. On arrivera bien un moment où il y aura un grand tour avec, pas un creux, mais avec un coup de moins bien. Je pense au Giro 2022 que va chercher Hindley, Giro 2020 de Tao, même certaines Vuelta. Après, là, je parle en termes de, si tu as une adversité normale sur chacun de ces 3 grands tours, je vois pas comment Piganzoli ou Pellizzari peut gagner. Mais en même temps, je vois pas comment 95% des coureurs actuellement en Grand Tour peuvent gagner. Oui, bien sûr. Mais par exemple, si tu me dis demain Ayuso vainqueur de Grand Tour potentiel, oui, bien sûr. Pellizzari vainqueur de Grand Tour potentiel, je peux te dire non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, d'accord. Oui. En fait, tout est question de plafond de verre ou non. Pellizzari, il a fortement progressé cette année, probablement parce que il y a une telle différence dans le matériel, dans les méthodes d'entraînement et autres, que ça lui a permis de franchir un gap. Maintenant, il va pas avoir la même progression l'année prochaine, parce que finalement, tout a été déjà mis en place pour qu'il soit vachement professionnalisé l'année dernière. Là, aujourd'hui, s'il continue à un petit peu progresser, ce sera déjà très bien, parce que finalement, il a déjà atteint un niveau où il fait quand même 2 top 6, non? Sur les grands tours. 21 ans, 2 fois top 6. On ne sait pas, en fait, ses limites. Mais rien ne dit, pas très proche de ses limites aussi. On ne sait pas vraiment, en fait. Moi, je suis d'accord avec Enzo sur le fait que pour moi, c'est pas un vainqueur de grand tour potentiel. Par contre, c'est un gars sûrement très régulier qui arrivera à faire des grosses places sur les grands tours, sur le Tour d'Italie, peut-être des podiums et autres. Mais je le vois, même les courses d'une semaine, je pense qu'il aura du mal à les gagner parce que même s'il fait des progrès en chrono, il a quand même des lacunes dans le domaine. Donc pour moi, c'est un très très bon coureur. Mais je le placerais plutôt dans le style d'un
désolé, parce que je crois que tu l'aimes pas trop, mais voilà, c'est un peu un Henrik Mas, quoi, Pellizzari, quoi, pour moi. Un Dans le perdant. potentiel. Un perdant. Un coureur très bon, mais tu vois, sentiment que Après, Henrik Mas, dans ses grosses années, attention, il a quand même un sacré. Ah oui, non, mais je plaisante. il Non, a- mais Pellizzari, après, pour moi, de catégorie là. ouais. Très bon coureur. Henrik Mas peut plusieurs podiums de grand tour, donc écoute, c'est pas mal. Moi, je pense que beaucoup de mecs signeraient au Ah début oui. de leur carrière pour avoir au moins un podium sur un grand Oui, tour. mais on parlait de voilà. Donc, Pour moi, c'est oui, mais je suis d'accord. À pas Ayuso. voir son évolution. effectivement, il a gagné, c'est pas assez que ça, tu vois. C'est pas ces mecs-là, c'est la catégorie en dessous, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, justement, pour savoir où le situer. Parce que quand on voit la belle saison qu'il fait cette année, voilà, c'était pour avoir un petit ordre d'idée. Si la progression est exponentielle encore en 2026, je changerai peut-être de discours à la fin de l'année prochaine. Ouais, Mais bah là, j'attends pas à ce que la progression soit aussi énorme cette année qu'elle l'a été l'année dernière. Ça me paraît impossible. Ah, il a dit qu'il voulait encore progresser en chrono, y mettre des moyens parce que Remco est arrivé. Il est avec Remco aux États-Unis. Il était avec lui pour faire les tests là dans le tunnel. Ouais. Mais non, mais de toute façon, c'est simple. C'est le truc où il doit le plus bosser. S'il veut gagner en régularité sur les classements généraux, il doit absolument bosser le contre-la-montre. Et en à peine un an de travail, déjà, les progrès ont été c'était monumental. La c'est au niveau 2 sur la Vuelta, en chrono. Ouais, moi, c'est surtout sur son premier chrono sur le Giro, où tu te dis, putain, s'il est capable de faire ça une fois, en bossant le truc, il est capable de faire ça plusieurs fois. Il gagnera jamais un chrono, il fera jamais podium d'un chrono, c'est pas la question. Le but, c'est de perdre le moins de temps possible. Pareil, les descentes. Le mec descendait comme un fer à repasser il y a encore un an. Regarde sa descente sur le Giro, où il va rattraper le groupe Carapace, et il dépasse le groupe Carapace, et il les attend dans la vallée derrière. Je fais, putain, mais ça, c'est passé où? Bah pareil, en fait, moi je le vois bien au niveau d'un match contre la montre, en fait, un peu dans le même style. Ouais, genre le mec qui va réussir à tant bien que mal à limiter la perte. Mais regarde, Mas, malheureusement pour lui, la Vuelta en 2023 que Remco gagne, les 2 minutes de retard qu'il a à Madrid, c'est les 2 minutes du chrono. Hein. Ah ouais, mais bon, prendre 2 minutes sur Remco aujourd'hui, c'est un tarif, je vais te dire. Il est pas pour la plupart des grands. Non, mais bien sûr. Mais bon, après, même s'il avait été un très bon coureur contre la montre, il aurait jamais été du niveau d'Evenepoel, c'est pas la question. Mais non, à voir. Mais du coup, pour revenir sur Piganzoli à la Visma, honnêtement, quand le mec va passer de la Polti à la Visma, on se rend pas compte. Enfin, si, je pense qu'on se rend compte de la différence quand même. On va passer dans des plus petits budgets du Pro Tour à la deuxième, au pire troisième meilleure équipe au monde. Ah oui. Ok, la Visma a pas le budget du AE et ça se voit dans le recrutement. Il y a pas de secret. Mais il y a toute une structure derrière. Il y a tout un entourage, toute une culture du vélo, du cyclisme professionnel et des moyens. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est bon. Ok, ils ont pas autant de teams qu'AE. Je pense pas qu'ils tournent à 15 millions non plus. Tu vois, peut-être pas les pleurer tout de suite. Ouais, ils doivent être à 40. Hein. Ouais, bah 40, c'est très bien. Enfin, je veux dire. Tu t'es pas aussi. Non, à 40 Gisement, il y a plus que ça, non, je pense. Alors, Ineos, c'est à 50. Et je suis pas sur de 40. Mais que Nike, ils n'avaient pas mené plusieurs dizaines de millions de Nike, déjà, rien que l'ont mené cette année. Je sais plus. Après, même s'ils sont à 40 ou 50, ça les placerait deuxième ou troisième en termes de sous. Le premier, c'est quoi? C'est UAE. Et UAE, c'est combien ils sont? C'est pas 60? UAE, il doit être à 60. Ouais, c'est ça. Ouais, après, techniquement, c'est illimité, mais bon, ça veut dire qu'ils essaient de se retenir. Oui. Mais oui, ça doit être entre 40 et 50 millions. Après, alors, tu vois, Visma sont proches des 50. Oui, bon, voilà. Avec Lidl, Red Bull, Bora et Ineos qui sont à peu près tous au même niveau. Ineos 50, il me semblait. Mais bon, on va pas pleurer sur la Visma non plus, tu vois. Non. Ça va aller. Je pense que ça va aller. Bon, et ils ont fait un très bon recrutement avec Piganzoli, vous allez voir. Bon, il y a un coureur que je suis pressé de voir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, Anton Schiffer, recruté dans une Conti allemande à la Bikehead. Moi, c'est des recrutements comme ça que j'aime bien. Donc voilà, on en avait déjà parlé dans le podcast. Moi, je l'attends déjà sur le Tour de Under. Pourquoi pas pour un top 10, encore une fois, voir la progression. Ouais, c'est ça. Alors, ils l'ont récupéré dès le mois d'octobre. Ils ont commencé à le travailler dès le mois d'octobre. Il a commencé le vélo très très tard, à 20 ans. C'est un mec qui vient
mec qui vient du triathlon, qui fait des études de sport, enfin voilà, qui est vraiment passionné sur tout ce qui est entraînement et tout ce qu'il y a autour. Donc profil atypique, profil particulier, vraiment très très pressé de voir quelle va être sa progression là pendant l'hiver. Et ça, clairement, ça peut être l'une des surprises, mais vraiment dès le début de l'année. À voir sur l'ami Schiffer. On va terminer, on va se faire encore une ou deux équipes. On va terminer avec Decathlon, mais juste avant de parler de nos amis de Decathlon, là, Titouan, on va aller du côté de la Lidl Trek, parce que là, je sais que du côté de la Lidl, t'as des choses à dire. Ouais, je suis très content du départ d'Ayuso chez UAE. Pour moi, aller chez Lidl, c'est l'idéal. Et pour Lidl, c'est parfait aussi, puisqu'il leur manquait un gros leader sur les courses à étapes. Donc finalement, c'est le mariage parfait entre Lidl Trek et Juan Ayuso. Ayuso va pouvoir s'exprimer en tant que leader, il va pouvoir choisir son calendrier, être libre de A à Z. Et je suis persuadé aussi qu'il veut se racheter une image par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit et fait par rapport à UAE. Donc je pense que je ne serais pas étonné de le voir bosser un jour pour Pedersen, peut-être pas pour Mathias Kelmose. Je ne suis pas certain sur les Ardennaises qu'il soit vraiment inférieur aux Danois, quand on voit ses performances, notamment sur l'Ardèche Classique ou autres. Mais voilà, je suis très très content de ce recrutement. Surtout, on parle souvent un déséquilibre des forces, où toutes les leaders étaient chez UAE. Cette année, UAE n'a pas recruté de leader, elle s'est plutôt affaiblie, entre guillemets, puisqu'elle perd Ayuso, et Ayuso va renforcer une équipe, elle, qui avait besoin d'un gros leader. Donc, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs grosses équipes que seulement une ou deux. Donc, à ce niveau-là, je suis vraiment très content. Il y a un autre coureur qui nous plaît beaucoup chez Lidl Trek, c'est évidemment Lennart Kamna, qui, on se rappelle, a été renversé il y a 1 an et quelques lors d'un entraînement, et qui avait été complètement retardé, et qui a retrouvé quelques couleurs en fin d'année dernière, et qui devrait retrouver un rôle un peu plus important cette année. Donc lui, c'est un coureur qui nous enthousiasme beaucoup, et on essaie d'ailleurs de l'avoir en interview. C'est plus compliqué en ce moment chez Lidl, depuis qu'ils ont grossi. Ils ferment un peu plus les valves, on va dire, et donc c'est plus difficile d'avoir. Ouais, l'avantage, c'est que Romain parle allemand, donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Donc voilà, on essaye de l'avoir, on espère pouvoir l'avoir au mois de janvier. Et puis le dernier... Comment ? Elle est plus américaine, l'équipe, d'ailleurs, je crois. Elle est allemande, il me semble, cette année. Elle est allemande. Exact. Ouais, Lidl est devenu majoritaire, il me semble. Ce qui est tout à fait logique, puisque comme tu dis, Lidl est majoritaire. Et le dernier coureur dont je voulais parler, c'est le Suédois, Jacob Söderqvist. Gros potentiel, machine à rouler, mais aussi machine dans le futur, sur les Flandriennes probablement. On l'avait vu sur le Tour de Valence, là il avait été épatant, je crois, derrière Buitrago, sur une montée dans tout début d'année dernière, où il avait fait 3e derrière Milan aussi. Il avait été vraiment très fort, donc il passe plutôt bien les bosses courtes. Il a énormément de puissance, longiligne, vraiment un très beau coureur à voir. Et puis 22 ans seulement, il a déjà gagné des chronos l'année dernière, alors qu'il était encore sur la case espoir. Cette année, je m'attends à ce qu'il franchisse encore un cap. Donc voilà, lui, c'est un gros talent à suivre. Sûrement le futur, le futur remplaçant de Magnus Bäckstedt, dernier grand Suédois du peloton professionnel. Alors après, Titouan, tu disais quand même, la Lidl, il y a pas un grand leader, Skelmose. T'oublies quand même que ces dernières heures, ils ont annoncé quelqu'un. Ouais, Derek Guy, mais Derek Guy, pour moi, c'est pas de la catégorie de Ayuso. Ouais. C'est Derek Guy, pour moi, c'est un gars qui fera des places, mais ce sera pas un gars qui va aller gagner un grand tour. Derek Guy, je regarde en 2025, il y en a un qui est 4e du Giro et l'autre qui le finit pas. Je sais pas le nom, par contre, c'est pas qui. De qui tu parles? J'arrive pas à lire les noms. Ah ouais. Après, il y en a un qui était blessé, même qui a chuté 3-4 fois et qui a. Il y en a un qui a fait semblant de tomber parce qu'il en avait marre. Alors attends, j'arrive pas. Il a fait semblant de se faire piquer à la gueule aussi. oui, ça. Hop là. Il allait mettre le nez dans la ruche aussi, il fallait pas. Non, mais je pense qu'il avait été maudit sur ce Tour d'Italie, honnêtement, Ayuso. Mais je pense que tu es d'accord avec moi, Enzo, que Derek Guy est un très bon coureur. Déjà, c'est surprenant qu'il soit arrivé à ce niveau. J'aurais jamais parié une pièce là-dessus. Surprenant, c'est vraiment un euphémisme, je pense. Voilà. Ouais, quand on voit ce qui arrive malheureusement à un certain Oyer Lascano qui a explosé à peu près en même temps sur le Dauphiné, voilà. Oui, non, mais moi, je sais pas. Je dis rien, mais c'est vrai que G, c'est pas le mec sur qui on aurait mis un copec il y a quelques années, quoi. Non, ça c'est sûr.
Ouais, bah c'est un peu un profil à la Attends, Wiggins, gros Avant rouleur. son Giro 2023, honnêtement, je pense Il qu'il n'y a partait pas à grand 50 monde. centimes sur sa limite en bleu. Maintenant, c'est 30 balles. Il n'y a pas grand monde. C'est le mec il a fait x60 quoi. Ah ouais, non, c'est le coureur le plus exponentiel du jeu. Toi, Samuel, je suis sûr que cette équipe Lidl, là, son recrutement, ça t'inspire quelque chose. Ouais, tout à fait, parce que si tu regardes bien sur les dernières années en termes de, pas forcément de recrutement, mais de construction d'équipe au sommet de la hiérarchie pour les classements généraux sur les grands tours, tu avais 2 têtes d'affiche qui étaient Gegenhardt et Rompe Lopez. Ça s'est pas du tout bien passé pour les deux, donc blessure pour l'un et peut-être du coup pas du tout à la hauteur des espérances ou simplement un plafond de verre pour l'autre coureur espagnol. Et en fait tu remplaces ces 2 têtes d'affiche, tes 2 anciennes têtes d'affiche par 2 énormes têtes d'affiche, dont une plus que l'autre, bien sûr, Ayuso qui arrive en étant un des meilleurs coureurs de grand tour sur le papier, bien sûr, pour rebondir sur le débat précédent, et avec Derek Guy aussi qui nous offre maintenant quelques certitudes, et mine de rien ça vient compléter un effectif qui est déjà très complet en termes de grimpeurs pur et dur pour aller s'amuser en montagne. T'as du Chicone, t'as du Kemna, t'as aussi des mecs comme Conrad qui avaient un certain niveau il y a quelques saisons. Maintenant je sais pas trop ce que ça vaut. T'as encore du Verona pour les classiques, t'as du Milan, t'as du Søren Kragh Andersen, t'as du Albert Whiten Philipsen, il y a Tottenberg qui peut faire des choses, Skuins, Thibaut Nice, ouais, tout à fait, exactement. Il y a vraiment, je trouve, cet effectif très complet et potentiellement même un champion olympique de ski dans quelques années avec Quinn Simmons. Donc non, franchement, c'est le feu d'artifice. C'est l'effectif le plus complet du peloton probablement. Ils ont le top 2 des sprinteurs, top 5 des meilleurs coureurs de course à étapes, je pense. Top 4 des Classic Man. C'est vraiment l'équipe la plus complète sur densité. Top 1 de la Classicoa aussi, ils ont. On n'oublie pas, s'il vous plaît. Top 2 de Liège-Bastogne-Liège, ils ont. Top 2 de Liège-Bastogne-Liège, ils ont. Mais tout à fait, j'y connais Romain, coureur de course d'un jour. C'est très bien qu'il se concentre sur ça maintenant. Qu'il lâche faire la flèche, le centre au moins, l'année d'Ayuso et de G pouvaient le laisser tranquille et lui dire vas-y mon frère, maintenant j'y connais, t'as tout donné, on sait que t'es nul sur 3 semaines, mais amuse-toi, va nous trouver des maillots, il l'a dit lui-même. Mais il le dit tout le temps, il le dit tout le temps. Il le dit chaque année quand même, il le dit chaque année. Menteur, j'en ai marre, c'est un menteur. Va le convaincre définitivement, je pense. Moi je pense qu'il faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Va me chercher ton étape sur le Tour de France, va me chercher l'étape sur la Vuelta plus le maillot du meilleur grimpeur, complète le triptyque, prends ta retraite et rentre dans les livres d'histoire s'il te plaît. Lâche le micro. Ouais. Après, cette équipe Lidl, puis surtout, effectif homogène, et puis surtout, gros état d'esprit collectif, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, un mec comme Pedersen qui est vraiment des fois capable de se mettre minable pour des équipiers, alors que c'est le taulier de l'équipe, quoi, clairement. Donc c'est Ayuso va devoir justement, c'est un petit peu l'équation, va justement devoir donner de sa personne pour les autres, pour que les autres lui envoient en retour. Moi, Titouan, on sait pas encore, ils ont pas encore couru ensemble. Moi, Titouan, toi qui le suis beaucoup, Ayuso, on a compris que tu l'aimes bien. Moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est la conférence de présentation, conférence de presse d'Ayuso. Il y avait des sourires, il y avait une attitude qu'on voyait pas du tout chez UE. Juste dans l'attitude. Ça se passait très mal depuis plus d'un an, donc c'était compliqué forcément pour lui de sourire. C'était plus des sourires de façade, mais ça se passait très bien avec ses équipiers, contrairement à tout ce qu'on a dit. Il n'y avait pas forcément de problème avec les autres. C'était beaucoup plus finalement avec la direction qu'il avait des problèmes. Et c'est ça qui est dommage. Et de toute façon, il y avait une cassure depuis longtemps. Ça pouvait plus marcher, ça pouvait plus fonctionner. Et quand tu vois qu'il voulait pas aller sur la Vuelta, qu'on l'a forcé à y aller, c'est des trucs un petit peu lunaires quand il pense. Donc évidemment, c'est un mec souriant. C'est un mec. Je suis persuadé que c'est un mec intelligent qui a tout pour réussir. Et pour moi, dans ce genre d'équipe-là, il aura tout à fait sa place. Et je suis persuadé qu'il va s'épanouir dans cette équipe avec un sens du collectif, comme tu l'as dit, très développé. Et s'il l'a peut-être pas encore, mais d'un autre côté, beaucoup de leaders n'ont pas forcément toujours ce sens collectif. C'est difficile de l'avoir quand tu as toujours été leader toute ta vie, finalement tu as toujours été mis en avant.
Voilà, c'est plus facile de l'être quand t'es Pogačar et que t'es un ton au-dessus. Bah forcément, aller donner un coup de pédale, tu t'en fiches parce que finalement, bah de toute façon, t'es tellement sûr de gagner partout que bah c'est pas un gros effort. Donc c'est un peu différent pour ce genre de profil-là. Il a tout à prouver en rôle de leader d'équipe seul, mais je suis persuadé qu'il va y parvenir dans une équipe Lidl Trek particulièrement forte. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Vincent, quand la rumeur est sortie Ayuso Lidl Trek. Genre dans ma tête, ça matchait pas. Je remets pas du tout en cause les qualités d'Ayuso, qui est un excellent coureur, pas de problème. Le fait d'être un leader et de se comporter en tant que tel, dans le fond, je m'en fous un peu, si tu veux. Mais quand tu arrives dans une équipe comme la Lidl Trek, où tu vois vraiment que selon l'étape, le leader de la veille va devenir l'équipier du lendemain et vice-versa, peu importe s'il joue le maillot vert, une étape ou le général, parce que Ciccone a aussi beaucoup roulé en début de Giro pour Pedersen en sachant qu'il jouait le général, je suis pas sûr que Ayuso fasse ça. Oui, mais attention, en tout cas, il l'a jamais montré. De cette qualité-là, Vingegaard ne fait pas l'équipier chez Visma. Très peu. On va quand même pas comparer Vingegaard avec Ayuso, je suis désolé. Pardon, mais on va pas faire ça. mais regarde, Titouan, quand Vingegaard fait pas le relais au Pays Basque pour Wout van Aert, bah ça a foutu un peu la merde dans l'équipe, quoi. Ouais. Ah oui, mais au Pays Basque, sur le Tour de France, je parle, l'étape du Pays Basque où c'est gagné par Lafay là. C'est le de Victor Lafay. Ouais. Moi, je te parle de courses comme le Tour de France. Je veux dire, il y a un moment, quand tu fais comme Pedersen, tu vises le maillot vert, c'est moins gênant d'aller se fatiguer sur différentes étapes. Par contre, quand tu joues le classement général, là, effectivement, les coups de pédale, tous les coups de pédale comptent. Et on voit bien avec Ciccone, quand il est allé filer un coup de main ou 2-3 coups de main à Pedersen, bah, il craque un peu plus tard sur les 3 semaines. Tu te dis que s'il avait pas moins roulé, il aurait pas pu tenir un petit peu plus longtemps, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est les leaders de course à étapes, globalement, ne doivent pas faire n'importe quoi sur 3 semaines, ils doivent économiser le maximum de force et faut pas s'attendre à ce que Ayuso roule pour Pedersen sur le Tour de France. Par contre, si Ayuso, on peut le voir rouler pour Skelmose sur le Tour de Pays Basque ou je sais pas moi, l'Amstel Gold Race. Voilà, ce qui est prévu apparemment pour les Ardennaises. Ça, ce sera possible, mais sur le Tour de France, faut pas s'attendre à ce que Ayuso bosse pour les autres. Il va être protégé au maximum pour faire le meilleur résultat possible et c'est absolument pas son rôle que d'aller faire l'équipier. S'il y a des gens qui s'attendent à ça, je pense qu'honnêtement, ils n'ont rien compris. Tu peux pas t'attendre à ce que Ayuso fasse l'équipier sur le Tour de France. Par contre, il le fera peut-être avant pour son intégration dans l'équipe, pour plein de choses, pour différentes raisons. Parce que finalement, c'est le mood de cette équipe-là. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer un mec qui a jamais voulu rouler pour Pogačar, le meilleur cycliste au monde, rouler pour n'importe qui d'autre. Mais il roulait pour Pogačar. Non, faut arrêter. Ah ouais, je te jure qu'on n'a pas vu la même course. Je te jure qu'on n'a pas vu la même course. Bah, les Ardennaises vont être importantes. Apparemment, Skelmose a dit en interview qu'on lui avait promis qu'Ayuso allait plus ou moins jouer pour lui sur les Ardennaises. Et en retour, Skelmose devrait être Grégario pour Ayuso sur le Tour de France. Un petit peu comme ça que les rôles se sont répartis. Donc vraiment, ça va vraiment être un point clé, je pense, de la saison pour son intégration collective. Honnêtement, avoir Ayuso rouler pour Skelmose sur Liège-Bastogne-Liège. On verra, mais... Alors, j'ai aussi un peu l'impression que Skelmose, il se sent un peu être le cocu de l'histoire et qu'on lui a un petit peu... Il a prolongé. Il a prolongé au final. Oui. Bon, il a dû y trouver son compte financièrement. Oui, et puis après, ça va jouer à la pédale. Si Ayuso est mieux sur Liège, à un moment donné, il va pas non plus sacrifier. Quoi. On va pas non plus comparer Ayuso et Skelmose. Comme on compare pas Vingegaard avec Ayuso, on va pas comparer Ayuso et Skelmose. Après, sur des Ardennaises, pourquoi pas. Après, sur un grand tour, évidemment que non, bien sûr. Tu vois. Mais je suis même pas sûr. Tu vois, Ayuso, on en parle parce qu'il a jamais fait les Ardennaises, mais Valverde, avant de faire les Ardennaises en 2006 où il fait son doublé, il les avait jamais fait, ou une fois pour la découverte. Et après, il a claqué un doublé. C'est pas parce qu'il les a jamais fait qu'il n'est pas du tout adapté à ça. Et quand tu vois son punch, ses démarrages qu'il a fait sur l'Ardèche classique ou autre, attention, il démarre, il est puissant, il va vite au sprint. Pour moi, Ayuso, il a un profil qui convient très bien à la Flèche et à Liège. Beaucoup moins à l'Amstel, qui est beaucoup plus taillé pour Skelmose pour moi. Mais pour les deux autres, Ayuso, il a quelque chose à jouer dans le futur sur ces courses-là, j'en suis persuadé. Tu penses que sur des efforts en acide lactique de moins de 5 minutes, parce que c'est quand même très 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 particulier, c'est vrai, alors je peux pas aller contre ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un exercice dans lequel finalement on l'a assez peu vu, quoi. On l'a vu en fait, et il a été très bon sur plein de courses. Tu regardes, il s'est fait péter le caisson sur les championnats du monde à suivre Pogačar, mais il le suit au début.
il le suit sur une accélération monstrueuse, c'est le seul à le suivre. Alors il se fait péter le caisson, on est d'accord, mais il a la puissance pour le suivre. Ça, c'est une preuve que sur une courte distance, il est capable de faire des trucs de fou. Et on l'a vu aussi dans le Val d'Enfer, donc comme je le disais le sur l'Ardèche classique. Ouais, l'Ardèche, ouais. Oui, c'est vrai que ça ressemble au mur de certains démarrages. Ouais, totalement. Dans les murs, il était là, attention. Voilà, c'est pas parce qu'il a jamais fait ces courses-là, donc on ne sait pas. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse être performant là-dessus. Aucun. Ok. On note, mais effectivement, ouais, ça va être une des curiosités de la saison. Bon, les amis, on termine ce podcast avec Décathlon, ça vous va ? Décathlon, CMA, CGM, ABC, XYZ. Exactement. Bon, Samuel, toi, je sais que tu suis beaucoup cette équipe. Je vais aller vers toi et nous dire un petit peu ce que tu penses de l'état d'esprit général de la Décathlon et puis surtout du recrutement, parce qu'on est là pour parler de ça. L'état d'esprit général, à titre d'exemple, voilà, Nicolas Prodhomme est en train de perfectionner son anglais, ça veut tout dire. Tu l'as reçu d'ailleurs dans ton podcast sur exactement. Voilà, sur YouTube, ouais. Exactement, disponible sur YouTube. Donc voilà, il l'avoue, tous les Français apprennent à bien parler anglais parce que l'équipe a désormais une visée internationale et on le voit avec le recrutement. Alors attends, je l'ai sous les yeux. C'est simple, il y a 0 Français hormis Antoine Lotte qui fait le jump de la Devo vers l'équipe 1. Sinon, tout le reste, ça me fait penser un petit peu, j'ai envie de dire, au recrutement de la Bora de la saison passée, c'est-à-dire qu'on va chercher plein de mecs talentueux dans plusieurs domaines. Andresen qui a une très bonne pointe de vitesse, Benitz qui a déjà tout prouvé, qui n'a plus rien à prouver, Boll qui est un très bon poisson pilote de reconversion, Danoule qui est un très bon garçon au chrono et qui vient numériquement remplacer Armirail. Olaf Koy, que dire si ce n'est peut-être que c'est, je pense, l'avenir nous le dira, mais qui sera peut-être la meilleure recrue de l'histoire d'une équipe française. Ensuite, Richie Tello, pareil, qui a un bon petit avenir quand même dans les classements généraux. Et Mühlberger, voilà, pour venir un petit peu rouler en montagne, rouler dans les plaines, un bon petit grimpeur également qui sait faire pas mal de choses. Je pense que c'est un recrutement qui est tourné vers l'étranger, on l'a dit, donc ça plaira ou ça ne plaira pas en fonction de l'interlocuteur qu'on aura en face, mais ouais, franchement, c'est un bon recrutement. Titouan, c'est toi qui l'avais interviewé, Dominique Sériès, pour Vélo Futé ? Non, c'est Romain. D'accord. Romain qui avait fait, moi à l'époque j'avais fait le directeur de la performance pour une enquête sur l'importance du matériel en cyclisme. Non, c'est Romain qui avait interviewé Dominique Sériès. Bon, il est sympa ? Il est très sympa. Romain, il va pas dire que c'est un connard non plus. non, on va pas le dire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il a pas que des copains dans le. Mais en tout cas, il avait été très bavard. Et il avait dit très bonne interview d'ailleurs, allez la voir tous sur le site. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Alors bien sûr. Après, sympa ou non, c'est toujours difficile de en juger. En tout cas, dans l'échange qu'on avait eu avec lui, Romain avait eu un excellent feeling et avait eu beaucoup d'informations. Donc, il était très content. On avait dû même sélectionner et raccourcir l'interview tellement elle était longue. Donc voilà, c'est dire. Non, vraiment très bonne interview de Dominique Sériès qui est sorti il y a un mois à peu près sur Vélo Futé. Il me semble que c'était courant du mois de décembre. Toi Titouan, ça t'inspire quoi cette équipe ? J'adore. Moi j'adore. Déjà, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que l'équipe française dit coureur français. C'est logique. D'un autre côté, on a eu toujours cette réflexion-là parce que finalement les équipes françaises n'étaient pas très fortes, pas dans le haut du panier du cyclisme. Et que donc du coup, naturellement, comme les coureurs français n'étaient pas non plus dans le haut du panier, on avait plein de coureurs français dans des équipes françaises. Mais quand on veut progresser, franchir un cap, on est obligé de s'internationaliser forcément. Voilà, parce que la France ne veut pas avoir forcément tous les talents dans tous les domaines, et pourtant elle en a, avec Paul Texas, avec Léo Bizio, il y a du talent, Paul Lapera. Il y a du talent, mais on peut pas en avoir partout. Donc forcément, il faut s'internationaliser. Et voilà, le recrutement d'Olaf Koy, je le trouve tout à fait génial. Olaf Koy, c'est un coureur qui est très très sous-estimé. J'avais longtemps débattu avec Enzo, je me rappelle, par rapport au profil et sa capacité à passer les bosses, notamment sur Milan-San Remo.
Olaf Koich, il passe très très bien les bosses. Donc c'est un mec qui peut aller chercher un paquet de victoires s'il progresse. Et quand tu vois le train qu'il va avoir avec Dan Houle, avec Andresen potentiellement et Chessball, oula. On se rend pas compte, mais vraiment, ça peut être. J'exagérais pas mes mots quand je disais que c'est peut-être la meilleure recrue de l'histoire d'une équipe française. C'est vraiment arriver à quelque chose de très 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 grand avec Olaf Koich du côté de chez Decathlon. Alors attention, on a parfois été déçus avec des gros recrutements, donc faut pas s'emballer. Mais il a 24 ans. Oui, mais il y avait une différence de profil. Quand tu vas recruter un Van Avermaet qui a déjà tout gagné, un Sagan qui a déjà tout gagné, comment il s'appelait c'était Bottero, non, qui avait été chez la boulangère, je sais plus exactement qui c'était à l'époque. Ces mecs-là étaient plutôt sur la fin de carrière, même Sagan. Là, Olaf Koich, il a quoi? Il a 23-24 ans. Ouais. Non, je veux dire, si on se rend compte au mois de mai qu'il a perdu drastiquement son niveau, c'est que c'est pas normal. Mais sinon, je ne vois aucun monde où Olaf Koich devient un flop à la Decathlon. Non, et puis il va faire franchir un cap à Decathlon au classement UCI aussi, forcément, parce qu'il arrive dans un secteur où le Decathlon était complètement démuni. Ils vont pouvoir briller sur Loomloop, sur Kurn-Brüssel-Kurn, à travers la Flandre, sur Gand-Wevelgem. Tout ça, c'était des courses où finalement il n'avait aucun coureur pour vraiment performer à moins d'une énorme perte d'un Pierre Gautra ou autre. Donc vraiment, ça complète leur effectif d'une manière assez importante et ça va leur faire franchir encore un cap dans cet objectif d'arriver finalement dans le top 5 UCI. Ce sera pas facile, à mon avis, ils vont plutôt être 6e, mais voilà, l'équipe progresse de par cette internationalisation et par ce rééquilibrage de l'effectif qui était 100% centré souvent sur les courses à étapes avec l'époque Romain Bardet et qui aujourd'hui est beaucoup plus complète. T'en penses quoi, toi, Titouan, de cette évolution? C'est-à-dire qu'au niveau des managers, on a toujours connu un petit peu en France l'ancien coureur qui devient manager emblématique, hein. C'était Bernaudot, enfin ça l'est encore, Marc Madiot, là on voit des profils on va dire un peu plus techniques qui se dégagent, un mec comme Dominique Serriès qui est pas un ancien coureur, qui vient du milieu de l'entreprise, Raphaël Jeune, bon lui il a été coureur, il a été coureur un petit peu, il a été coureur professionnel mais c'est pas, on le connaît surtout parce qu'il a été boss de chez Look, il y a quand même une évolution un petit peu au niveau des profils qui gèrent un petit peu tout ça. En fait, c'est l'évolution naturelle du sport. On en parlait tout à l'heure au niveau des sponsors. On disait qu'il y avait une évolution avec Bastien Thiema et son système, son nouveau projet. Là, c'est exactement la même chose. Au niveau des directeurs sportifs, on évolue aussi sur les manières de penser et on peut faire un comparatif avec le foot. Pendant très longtemps, on disait oui, il faut être entraîneur, il faut avoir été footballeur pour être entraîneur professionnel. Et aujourd'hui, on se rend compte que parfois les meilleurs, Mourinho à une époque, comment il s'appelle l'exemple parfait, Maurizio Sarri. Sarri, mais l'entraîneur du Bayern, l'ancien de Leipzig. Comment? Julian Nagelsmann, voilà, c'est des mecs qui en fait ont été entraîneurs chez les pros à hyper jeunes et qui n'ont jamais été footballeurs professionnels et ça ne les empêche pas d'être de grande qualité. Pierre Sage aussi à l'Olympique Lyonnais. C'est des gars, c'est des techniciens. Tu peux connaître le football sans avoir été professionnel. C'est exactement la même chose avec les directeurs sportifs. En fait, le problème c'est que la plupart du temps, et là je veux pas critiquer du tout quoi que ce soit, mais quand tu as vécu en tant que professionnel, on a cet avis où on pense parfois tout connaître ou autre parce qu'on a tout vu, tout vécu, et en fait venir de l'extérieur avec une vision beaucoup plus globale ou extérieure peut te permettre de progresser, d'aller voir des choses que d'autres n'avaient pas vues. Donc voilà, je pense que ça fait partie de l'évolution du cyclisme que de s'ouvrir un peu plus et d'aller vers des mecs plus techniciens, plus spécialisés dans leur domaine que d'anciens cyclistes qui finalement étaient très forts sportivement mais qui ne sont pas forcément des très bons managers ou des très bons directeurs sportifs. Attention, je dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais voilà, je pense que ce sont des profils différents qui peuvent amener quelque chose de différent et qui est nécessaire aujourd'hui de par la professionnalisation du cyclisme. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux postes, il faut aller recruter des data analystes, des nutritionnistes, faut réussir à faire matcher tout un tas de différents métiers. Ouais, voilà, c'est un petit peu ce que Dominique Serriès explique aussi dans l'interview, hein, je crois qu'il bosse sur les data, il y a un pôle pour développer le sprint, enfin parce que là le truc, pour moi le souci principal, hein, je suis d'accord avec vous, hein, pour Decathlon, effectivement le recrutement est monumental. Samuel, t'as raison, sur le papier, c'est compliqué de pas voir comment ça va pas perfer, sauf
que jusqu'à l'heure qu'il est, on n'a pas cité le petit Ramsus Pedersen également, qui est déjà là depuis un petit moment, qui était à Nantes il y a 2-3 ans, qui est un excellent équipier, un mec avec un très très bon état d'esprit, qui avait d'ailleurs été champion du Danemark il y a 2 ans, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'ADN de l'équipe. Voilà, ça va être véritablement un changement. Donc, mais l'ADN de l'équipe, en fait, elle évolue, tu vois, elle évolue, bien sûr. C'est pas une évolution forcée comme la Soudal Quick Step avec Evenepoel pour aller vers les courses à étapes, c'est une évolution naturelle vers quelque chose de plus grand. Ouais, t'as raison, Titouan. C'est vrai, parce que même quand tu réfléchis à quand Citroën était venu avec AG2R la mondiale, pareil, on sentait avec l'arrivée de Van Avermaet que ils avaient voulu un petit peu forcer le destin autour des classiques flandriennes, quitte un petit peu à délaisser les classements généraux. Et on sentait que c'était forcé. Là, je sais pas comment dire, mais on dirait que le recrutement est plus complet, plus global. On va pas n'importe où, j'ai l'impression. Oui, et puis c'est plus jeune. Tu l'as dit aussi. Van Avermaet. Oui, aussi, bien sûr, bien entendu. Et là, on est vers Koch, c'est vraiment un leader d'avenir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a quitté une énorme équipe parce qu'il était bridé. C'est un peu Ayuso, hein. Dans la hiérarchie mondiale du sprint, c'est un peu la même chose que pour Ayuso dans les courses à étapes. Il doit être 4e dans la hiérarchie du sprint mondial ou un truc dans le genre. Et 3-4e. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut en fait avoir cette liberté-là, parce qu'il pourrait jamais participer au Tour de France avec Vingegaard, c'était pas possible, pouvoir aller sur le Tour de France cette année. Il y sera dès cette année, comme Ayuso, il sera dès cette année avec la Lidl Trek. Donc c'est exactement le même genre de profil, c'est des recrutements très intelligents pour le fait que l'équipe grandisse. Voilà, l'équipe grandisse avec un vrai leader d'avenir. Avec l'objectif maillot vert, hein, d'ailleurs pour Olef Koy, qui a déjà été annoncé sur le Tour de France. Enzo, Decathlon, CGA, CGM, ABCDEF, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton Merci monsieur Saadé et le 5 compte en banque. Oui. Parce que bon, oui, effectivement, le recrutement il est incroyable. Hein. Bien sûr. Du coup, c'est plus facile quand t'as 40 briques qui arrivent. En banque, tu peux aussi te mal t'orienter, tu vois, dans ton esprit, faire n'importe quoi. Ce qui avait été fait, par exemple, avec Red Bull, avec Sagan, ou Van Avermaet à l'époque, tu vois, avec Decathlon qui avait franchi un cap, tu peux mal dépenser ton argent. Tu peux réfléchir. Tout à fait. On l'a vu dans le foot, souvent, plus à l'ancienne, ceux qui ont connu le Matra Racing de Jean-Luc Lagardère, le père Lagardère. N'allons pas plus loin que le une équipe de fou. Et l'exemple typique d'un mec qui a des millions à dépenser et qui fait n'importe quoi. Mais mais le recrutement est très intéressant. Olaf Koy, si c'est pas le 3e, c'est le 4e meilleur sprinter actuellement, je pense. Oui. Après avoir les évolutions, notamment de Brennan et Magnier, qui grimpent très très bien, de manière. Qui peuvent aussi bien passer les bosses, ouais. Enfin, surtout. Non, c'est même pas ça que je veux dire, mais qui grimpent dans la hiérarchie. Oui, bien sûr. Ah oui. Dans la hiérarchie. Donc à voir s'ils vont pas lui passer devant. Mais allez, on est sur un top 5 mondial, donc là-dessus c'est quelque chose que Decathlon n'a jamais eu parce qu'ils ont recruté un Bennett en totale perte de vitesse, encore capable de placette, mais c'était clairement plus le Bennett de la Soudal. Benoît, c'est sympa comme recrutement, c'est un bon équipier. J'ai un peu de mal à voir le rôle qu'on va lui donner. Dans les interviews, j'ai un peu l'impression que c'est pour donner de l'expérience à Sexas, ouais. Et puis attention, Benoît, c'est un sacré coursier encore. Hein. Il est capable d'aller te claquer des top 10 ou des top 15 sur absolument toutes les classiques de la saison. L'année dernière encore, il était 6e du Tour des Flandres. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et 8e de L, 12e de la Flèche, 13e de Liège-Bastogne-Liège. Tu vois, c'est un mec qui est capable, 4e de San Sébastien. C'est un mec qui passe absolument partout. Ah non, mais je pense qu'il achète son expérience. Une semaine, il a failli gagner Paris-Nice aussi, je crois. Même pas l'an dernier, mais il y a des années. Mais le mec a quelques refs aussi sur des courses d'une semaine. Il peut très bien conseiller là-dessus aussi. Ouais. Mais tu vois, ce sera un parfait équipier de Sexas sur le Tour de France et ce sera un excellent leader équipier sur les Flandriennes et même les Ardennes. Il sera capable d'aller chercher. J'ai été dur. C'est pas le résultat. Je reconnais que j'ai été dur. Par contre, c'est pour Richie Tello. Pas plus emballé que ça. Le coureur est sympatoche. On n'est pas non plus sur... c'est pas à se taper le cul par terre, je trouve. Ah, moi, je pense que pareil. Je pense que c'est un profil pour accompagner Sexas sur les années. Ouais, je crois que c'est pour ça que je crois que le mec, à son âge, il fonce 22 ans, il dit tiens, tu vas être coéquipier, tu vas faire le larbin pour le mec de 19 qui est pas encore prêt.
suis pas sûr. Déjà, pas Attends, près, attends, il en est pas loin, mais justement, il y a peut-être un an ou deux le temps que l'autre monte. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux aussi articuler un calendrier où des fois tu vas être équipier, des fois tu vas avoir ta carte. En tout cas, Riccitello, il a été intéressant cette année. Hein. On n'a pas signé le leader. Pas non plus exceptionnel, quoi. Non, mais par exemple, si, admettons, tu as une blessure hypothétique de Sexas qui, du coup, vient te priver sur un enjeu de classement général, tu vas mettre qui derrière si t'as pas Riccitello? Stone Mittet, on se dirige vers... Cagal encore. Je sais pas vers quoi. Mais du coup, il y a... Riccitello, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Je sais pas que c'est pas intéressant. Je suis pas non plus, genre, sur le cul. Oui, il y a Gall, pardon, il y a Gall, mais... Je suis pas là en train de dire, ouais, non, Riccitello, c'est la signature de l'avenir pour les classements généraux. Je suis pas... Non. Mais tu trouves pas qu'on voit une grosse similitude avec Pellizzari physiquement, au niveau de l'âge, au niveau du profil et au niveau des positions de la Vuelta? Pour moi, c'est un peu le même profil, le même potentiel, quoi. C'est des mecs qui peuvent aller haut, mais jamais vainqueurs de grand tour, quoi. Pellizzari est meilleur. Bon, peut-être. C'est sûr qu'il est meilleur. Ah oui, non, Pellizzari est meilleur, oui. La fois où ils sont affrontés sur le Tour de l'Avenir, Pellizzari lui a mis sa fessée. Oui, mais la Vuelta, après avoir fait 6e du Giro. Attends, Pellizzari fait 6 de la Vuelta après avoir fait 6 du Giro, en ayant travaillé pour Inves sur la Vuelta. Donc je pense que ça va. Ouais, pour moi, je dis que c'est des cours assez similaires. Et je sais pas je sais pas. Mais pour moi, c'est des profils similaires, en tout cas. Pellizzari est un petit peu plus jeune que Riccitello. Il a un an de moins. Ouais. À peu près. Bon, bah parfait les amis, je pense qu'on s'est fait un beau petit podcast. Hein. Ouais, très bien. C'était sympa. On rappelle l'épopée, le lancement de la 3e saison à retrouver sur Vélo Futé avec l'appli l'épopée qui va arriver bientôt. On va suivre tout ça. Samuel, la prochaine vidéo, c'est quoi? C'est une vidéo sur qu'est-ce que ça fait d'être néo-pro en 2025 avec des petits bouts d'interviews. J'ai fait avec Ryan Boulawat. Je croyais que tu allais me dire les amateurs qui remportent les championnats nationaux. Ah non, ça viendra. Là, maintenant, maintenant, il faut que j'y passe. Je vais passer à la casserole avec cette vidéo, c'est certain. Non, mais c'est une petite vidéo, donc voilà, qui explique comment la vision, on va dire, entre guillemets, d'un néo-pro en 2025, via le prisme de Ryan Boulawat, que j'ai eu en interview aussi, voilà. Oui, très bonne d'ailleurs. Ouais, j'ai écouté aussi. Allez voir sur la chaîne YouTube du Ratagaz, Ryan Boulawat, qui a été ton dernier invité, si je dis pas de bêtises. Ouais, garçon très attachant, très sympathique, qu'on a amené, je pense, à avoir un petit moment dans le peloton et qui adore parler, raconter son expérience. Franchement, super garçon, et je le remercie encore de m'avoir accordé quasiment 2 heures de son temps pour venir me parler de sa saison 2025. Titouan, c'est qui la prochaine interview là? Tu peux nous balancer une petite exclue là pour Demain, Marco Brenner. C'est notre gars sûr, hein, Marco Brenner. C'est la 4e interview qu'on a de lui. Et voilà, on a beaucoup de choses à lui dire. Il sera sur le Tour Down Under d'ailleurs. Ouais. C'est une première pour lui, donc voilà, ça va être intéressant de savoir comment il s'est remis de ses nouveaux problèmes, ses nouvelles chutes l'année dernière. C'est dommage parce qu'il avait bien commencé l'année. Donc voilà, beaucoup de choses à lui dire et on a hâte de la faire. Eh ben très bien, on suivra tout ça. Titouan, à quand une interview de Quentin avec Johan Blanc? Johan Blanc, ce sera peut-être l'année prochaine quand il aura intégré l'équipe World Tour. On perd bien de Johan Blanc. On se soutient. Entre Aveyronais, on se soutient. C'est pour ça que, c'est pour ça que je dis ça. Je savais même pas qu'il était Aveyronais, moi. Si. C'est pour ça que je te dis que ce soit, il faut que ce soit Quentin. On le saura, comme ça, peut-être qu'on lancera Quentin dans sa première interview de cycliste, parce que lui, il a fait Vicente Lizarazu, il a fait évidemment les commentateurs, mais je crois qu'il a jamais fait de cycliste, peut-être par envie. Donc voilà, ce sera peut-être effectivement une occasion de le faire. Bonne idée. Ah ben voilà. Bon, parfait. Et Enzo, The Big Gear, là le site là, ça prépare les. Je suis en train de préparer le Tour Down Under. Les petits articles pour le Tour Down Under. Voilà. Ok. On va regarder le parcours, ça va être rigolo cette année. Bon. Ah oui, j'ai un peu yeux. Mais la start list, je suis pas. Non, mais c'est pas plus mal comme ça non plus. Oui, au moins c'est. Non, on a le même prétendant que l'année dernière. Hein. Va pas falloir trop chercher loin. Non. Ouais.
Les mecs qui visaient l'année dernière vont le viser cette année, les Australiens aussi, sauf Ben O'Connor qui est complètement rincé du cul depuis qu'il est parti des Décathlon. Voilà. On en parlera alors, ça approche, hein. C'est dans moins de 2 semaines maintenant le Tour de Under. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que le Coup Tordu est disponible sur toutes les plateformes de podcast. On est présent également sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Vous retrouvez aussi voilà les réseaux sociaux, Instagram, sur X. On est présent absolument partout. Sur la page Facebook également du Coup Tordu. Et puis on se retrouvera pour un nouvel épisode donc qui sera disponible ce week-end avec Valentin Gosse, le big boss de Side Limit. Merci à tous les trois et merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci encore. C'était top, merci beaucoup. Ciao les amis. Salut tout le monde.